Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Ce soir, c'est l'histoire d'une adolescente envoyée en mariage par ses parents alors qu'elle était âgée simplement de 13 ans chez un homme d'une cinquantaine d'années. Durant 8 ans, elle aura été donc non seulement mariée de manière précoce, mais également abusée sexuellement. C'est le sujet d'ailleurs de ce soir. Une souffrance qui aboutit à la naissance de 3 enfants dans un foyer qui n'était pas tranquille, un foyer saupoudré de brutalité, de violence, d'atrocité même. Vous aurez l'occasion de suivre tout cela à travers les témoignages pathétiques dans cette édition de Regard social. Et pour ce soir donc, 8 ans après, elle décide de partir de ce foyer parce que ne pouvant plus supporter tout cela, notamment la violence, dont elle a été victime pendant plusieurs années. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous. Elle est avec nous pour partager avec vous et avec tout le monde d'ailleurs sa souffrance, les difficultés qu'elle a rencontrées depuis l'âge de 13 ans, aujourd'hui âgée de 21 ans. Elle est avec nous sur ce plateau, Mouroujarnatou. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes mariée et maman de 3 enfants déjà. Oui, exactement. Vous êtes âgée de 21 ans. Oui. C'est depuis 13 ans que vous êtes mariée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que je suis mariée à 13 ans, je suis rentrée à Douala. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ma vie a été ruinée complètement. Et tout ça à cause de mon père. Mon père m'a retirée à l'école pour m'envoyer en mariage alors que moi je ne savais même pas. Il ne m'a même pas dit qu'il m'envoie au mariage. Il m'a retirée à l'école pour me dire que je vais venir à Douala pour continuer l'école chez son grand frère. Alors que ce n'était pas son grand frère, il était en train de me vendre. D'accord. Vous allez nous dire la suite tout à l'heure. Le temps d'accueillir également Zoulayatou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Vous êtes la sœur aînée de Mouroujarnatou, Oui, qui est avec nous ce soir également. oui, Vous avez suivi l'affaire. À quel moment? oui, elle a marié à 13 ans. Oui, elle venait à Douala. Un jour, moi, je ne connais même pas. Je suis à Bafoussang. Un jour, j'ai monté à Douala. Je suis partie là où elle restait avec son mari là. J'ai trouvé ma petite sœur. J'ai demandé qu'est-ce qui passait. Tu fais quoi ici, ma sœur? Et son mari me dit, c'est elle mariée à ma sœur. Vous pouvez parler un peu fort? Je dis que quoi? Elle dit qu'elle est mariée à ma sœur alors que je ne connais même pas. Et puis je comprends, depuis petit l'enfant, elle a laissé l'école et venir pour marier ici. Alors, vous n'étiez pas informé. C'est une décision qui a été prise Non. unilatérale par vos papas? Non, c'est son père. Même mon père n'a pas accepté, toute la famille n'a pas accepté, c'est son père qui fait ça. C'est ça. D'accord. C'est régulier? On a souvent envoyé des enfants en mariage à cet âge-là, chez vous? Non. C'était le premier? Non, c'est ça seulement on a fait comme ça. Nous, on ne connaît même pas comme ça. D'accord. Oui. Alors, Mouroujarnatou, vous dites bien que c'est lorsque vous arrivez à Douala que vous vous rendez compte que votre papa vous a vendu. Pourquoi vous utilisez le terme vendu? Parce que c'est le mari même qui me dit qu'il m'a acheté. Tout le temps, il me dit qu'il m'a acheté. Il m'a acheté, c'est mon père. Donc, je n'ai pas le droit de parler quelque chose. Le premier jour, quand je suis arrivée à Douala, c'est ça. Comme il a ouvert sa bouche pour me dire que c'est la première fois que là où tu me vois, là, je t'ai acheté. Tu n'es pas venu ici, là, pour faire l'école. Donc, tu vas me dire que ton père ne t'a pas dit. J'ai dit que moi, mon père ne m'a pas dit. Mon père m'a dit que seulement je vais venir continuer l'école chez toi. Je suis son grand frère. Vous aviez 13 ans à l'époque? J'avais 13 ans à l'époque. Comme je suis arrivée, il a dit qu'il m'a acheté. Alors que moi, je ne savais même pas qu'il m'a acheté. Est-ce que votre maman était au courant de cette opération? Ma mère a constaté ça. Comme il a constaté que mon père est en train de me vendre, mon père lui a divorcé à cause de ça. Il a chassé, comme il a parlé. Un jour, je suis dans la chambre, je dors. Mon père entre.
Mon père entre, ma mère était à la cuisine. Mon père entre, il commence à toucher mes seins comme ça là. Il appuie ici, moi je dormais. Mais Votre papa? mon père, vrai père. Je suis me réveillée comme ça, voici ma mère qui était en train de retourner dans la chambre. Elle demande qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi elle entre là où je dors? Pourquoi qu'est-ce qui ne va pas? C'est là-bas qu'elle commence seulement à taper ma mère. Pour dire que ma mère c'était, je suis sa fille, donc ma mère n'a pas le droit de parler. La discussion a commencé là-bas, elle a dit que ma mère prend les habits pour partir. Elle a divorcé ma mère. Comme elle a divorcé ma mère, elle m'a pris pour m'envoyer chez sa mère, chez ma grand-mère. C'est là-bas que je suis grandie. Jusqu'à ce qu'il m'a enlevé pour m'envoyer à Douala. Oui. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Alors, vous quittez Bamenda, c'est ça? Oui, je sors de Bamenda. Pour Douala. Oui, et lorsque Douala. vous arrivez à Douala, vous êtes bien accueilli ou vous êtes mal accueilli par celui qui se passait pour votre oncle? Je suis bien accueillie. J'ai trouvé que sa première femme a préparé tout. A préparé devant les gens. Les gens ont venu pour me saluer. Tout le monde vient me guetter comme ça. Moi, j'étais assise comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tout le monde vient me regarder comme ça? Alors que moi, je ne savais pas. Ils sont en train de venir pour regarder la nouvelle mariée. Moi, je ne savais pas. C'est la nuit que j'ai constaté que c'est le mariage. Mon père m'a vendu. Comment ça? Racontez-nous, à quel moment? La nuit, le truc qui se passe pour mon oncle, il est entré dans la chambre. Quand il est entré dans la chambre, pour me saluer, j'ai vu, il a tourné, il a fermé la chambre avec la clé. J'étais assise sur le lit. Il vient, il s'assoit à côté de moi comme ça là. Je dis que je lui salue. Il répond. Il commence à m'embrasser comme ça là. Je dis que qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Tu es mon oncle, tu es le grand frère de mon père. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour comme j'ai fini ça, il m'a donné le chiffre. Qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte? Donc tout son argent qu'il a donné à mon père là. Donc je fais dire que maintenant je vais refuser. Il a commencé à me bousculer comme ça, j'ai refusé. Il a appelé sa première femme pour venir m'arrêter. Sa première femme est entrée là. On a d'abord pris un tissu, on a attaché ma bouche par derrière. Sa femme a écarté mes pieds. Il a monté sur moi. Et c'était mon premier jour de voir mon saignement. Je ne savais même pas que les femmes saignent. C'était ma première fois, le jour que je suis quittée à Oum pour arriver à Douala. C'est le jour-là que j'ai vu mon saignement. J'avais même peur. Je pensais que moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis malade ou c'est quoi? Je ne sens rien. Je ne sens pas la douleur. Mais je vois seulement le sang sortir sur moi. J'arrive alors que c'était la maladie des femmes. Je ne savais pas. Avec tout ce sang-là, c'est le même jour que le truc-là a monté sur moi. Que c'est mon mari. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Je veux dire le lendemain. Vous êtes toujours resté là-bas? Je n'avais pas le choix. En sortant, il ferme la porte, il part. Quand il n'est pas là, sa femme est là pour me surveiller. Quand il n'est pas là, sa femme est là pour me surveiller. Depuis toutes ces années-là, je fuis. Souvent, quand il sort, il part au travail, je fuis. Sa femme m'arrête pour me ramener. Donc, il est complice avec sa femme, il travaille avec sa femme. Je ne peux pas bouger. Quand je parle à sa femme, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me fais ça? Sa femme commence à me dire que moi, mais je suis passée par là-bas. Donc, toi, mais tu n'as pas le choix. Tu vas supporter ce que j'ai supporté. Alors, à quel moment vous faites le premier enfant? Vous saviez quand même que vous étiez enceinte? Je ne savais pas. Et qui vous a dit que vous étiez enceinte? C'est comme quand je suis commencé à tomber malade, j'ai commencé à vomir comme ça là. Alors que les voisins venaient me regarder, commençaient à dire que peut-être elle est enceinte. Peut-être elle est enceinte. Moi, je ne savais même pas. Je suis seulement moi dedans, fermée comme ça, parce qu'il connaît que je vais fuir. Le temps qu'il m'a laissé en train de sortir, c'est quand le ventre est déjà sorti. Le ventre est poussé, c'est le temps là qu'il me laisse sortir, aller au salon. Je ne pars même pas au marché. En partant au marché, il faut que la moto est devant la porte. Je monte avec quelqu'un, je pars au marché. Je reviens. Je ne peux même pas bouger. Je ne peux même pas fuir. S'il n'est pas là, je tente de fuir. Sa femme est là pour m'arrêter, pour me retourner, pour appeler. Tout ce qu'il fait, sa femme appelle pour dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Ta femme est en train de faire comme ça là. Je ne peux même pas bouger. Alors, ça a duré combien de temps, tout ça? Ça fait déjà 9 ans, ça fait pas 10 ans comme ça là. Depuis que ça s'est commencé comme ça là.
Vous êtes resté dans cette maison puisque vous avez trouvé une première femme. Donc vous étiez la deuxième alors? J'étais la deuxième. J'ai trouvé la mère. Ma mère. Je peux même appeler ma grand-mère parce que sa deuxième fille, elle me dépasse même. Elle est née avant 2 mois, 3 mois comme ça, avant que je suis née. Sa deuxième fille. C'est comme si moi j'ai trouvé seulement ma grand-mère et mon grand-père. C'est là-bas que mon père m'a pris pour m'envoyer que c'est le mariage. Alors, vous dites que ce n'était pas un séjour tranquille pour vous parce que vous sortez simplement lorsque vous êtes enceinte. Ça, c'est pour la première grossesse. Et quand vous arrivez à l'hôpital, donc, vous avez quand même pu suivre les premières visites, les visites prénatales. Il ne m'a même pas à l'hôpital jusqu'à ce que la grossesse fait 7 mois comme ça. Là. Il va rester 2 mois que j'ai accouché avant qu'il m'a mis à l'hôpital. Quand j'arrive là-bas, le docteur commence à demander « Tu es venu ici là pour accoucher, regarde le ventre et c'est maintenant que tu commences la visite. » C'est comme ça qu'il me fait. Tous les grossesses là, c'est comme ça. Il commence la visite à 7e mois. Et l'enfant est né en bonne santé? L'enfant est né, oui. Le deuxième là avec le troisième là, ils sont nés à la mission catholique de Bonabéry. C'est là-bas que je les ai accouchés. J'ai accouché le deuxième. On me demande j'ai quel âge. J'ai dit que j'ai 19 ans, ça part à 20 ans. Le docteur commence à demander que j'ai combien d'enfants. J'ai dit que voici mon deuxième garçon. Ils étaient surpris jusqu'à ne pas parler. Le troisième, encore, je suis revenue. Le jour que j'ai accouché le troisième enfant, le docteur l'a appelé, le truc là. Il a fui. Ils ont dit que je donne le numéro de ma mère ou mon père. Ma mère ne vit pas ou mon père ne vit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'accouche comme ça, comme un poule comme ça là? Il a fui. Sa femme a sorti pour l'appeler. Sa femme a dit que le docteur te cherche, il faut fuir. Il a fui pour rentrer à la maison. Alors, quand vous revenez de l'hôpital avec le premier bébé, vous avez accouché 1 semaine après, 2 semaines après, la vie est comment à la maison? Une semaine, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Ce qu'il me fait là. Quoi? L'amour qu'il me fait là avec le sang, c'est ça qui recommence. Parce que lui, il ne fait pas l'amour quand je ne saigne pas. C'est le temps que je saigne, c'est le temps là que lui, il veut faire l'amour avec moi. S'il trouve que je ne saigne pas, il va faire n'importe comment. Il va chercher tout là pour que le saignement sorte avant qu'il me couche. Si le saignement ne sort pas, il va prendre la lampe pour couper mon ventre. Pour que le sang sorte. Il prend le sang là, il me essuie d'abord avant qu'il monte sur moi. Il est toujours comme ça. C'est ce qu'il faisait durant toutes ces années? Exactement. Exactement, il a fait ça. Et comme il m'a fait même l'acte de mariage, là, c'est devenu encore plus grave. Là où il était, il a quitté là-bas. Là où on fait l'amour avec la femme normalement, il a quitté là-bas. Depuis qu'il m'a fait l'acte de mariage, il me tourne que par derrière. Souvent même, je dors comme ça, je ne connais pas, je comprends comment il est seulement monté sur moi. Jusqu'à souvent même, je perds la connaissance, je ne connais même pas là où je suis. C'est en se levant que je comprends, il est en train de me verser l'eau sur le lit. Depuis qu'il m'a fait l'acte de mariage, c'est comme ça qu'il me fait. Quand il parle, il va m'amener chez les Human Rights. On va me bien taper là-bas parce qu'il m'a maintenant acheté que 2 fois. Avec l'acte de mariage, là, je n'ai pas le droit de lui empêcher mon corps. Même si c'est dans la journée, même si c'est sur la route, il me trouve. Il a le droit sur moi pour faire l'amour avec moi. Zoulayatou. Oui. Pourquoi vous pleurez? Ça m'énerve jusqu'à... Ça fait mal dans mon cœur. Est-ce que vous êtes allé voir son mari? Vous lui avez posé la question? Pourquoi il fait tout ça? Va chercher ça, il va venir. Il a dit quoi, le mari de votre soeur? Le mari de ma soeur, parce qu'il y a quelques sujets qui sont passés là-bas et dit c'est moi. Mais elle trouvé problème un peu avec ma soeur. Elle dit que c'est moi, je ne vais pas rester avec lui alors que je connais rien. Je connais rien.
Comme ma seule fille venait, c'est moi, et dit que voilà, maintenant, c'est moi qui ai fait. On dit qu'il faut j'ai cherché ma fille, ma seule petit frère de mon père, et dit que je cherche ma seule, bêta et pas. Je laissé ça est parti. Et elle vit On où? dit que c'est moi qui ai gardé ça quelque part. Alors que je ne connais même pas là où elle restait. Depuis samedi, je ne connais même pas. On me demande, même son mari là, elle m'appelle et demande, j'ai gardé ma seule où. Alors que je ne connais même pas, vraiment je ne connais même pas. Je ne connais même pas. J'ai pleuré jusqu'à la maison, je ne connais même pas. On dit que quand ma seule est partie quelque part, on va arrêter moi. Elle va partir à commissariat. Elle va partir dire ça là-bas, on va arrêter moi. Je vais amener moi à prison. Elle parlait beaucoup de sujets, je dis que je vais faire comment. Je ne connais même pas. Quand elle sort à la nuit, c'est moi, elle sort la nuit, quand on dit que je quitte là-bas. Elle n'est pas chez vous, elle dort où? Je ne sais pas. Elle sortit comme ça la nuit, elle pleure, je pleure, elle sort. Tous mes enfants pleurent là-bas, je ne connais même pas. Là où elle est partie comme ça, elle part la nuit. Jusqu'à on vous appelle moi ici, je viens trouver ma sœur ici là. Je ne connais même pas. Elle restait où depuis elle restait où, je ne connais même pas depuis samedi. Est-ce que vous avez appelé vos parents? Oui. Ils disent quoi? Son père, il m'a appelé. Il dit que Beta, je laisse son fils rentrer à son mari. Je dis que je n'ai pas refusé, c'est elle qui refuse. Elle a refusé, j'ai parlé, tout est rentré là-bas, elle refuse. Elle refuse pourquoi? Elle refuse, elle dit que là-bas elle souffre, c'est comme ça, elle me dit. Elle pleurait, elle dit qu'elle n'est pas là-bas. Beta est mourie même. Elle ne veut pas partir. J'ai parlé, j'ai dit que pardon tout le monde maintenant. Elle dit que c'est moi qui ai refusé tout rentrer à Tamari là. Elle dit que non, Beta est mourie. Beta est mourie. J'ai dit que pardon. Elle refuse. C'est ça qu'on dit que ça c'est ma sœur. Elle est sortie, partie comme ça. Je ne connais même pas là où elle reste. C'est maintenant vous appelez-moi ici. Là. Je viens trouver ma sœur ici. Là. Je te dis, je ne mens pas. Je ne mens pas. Ok. Alors, Mourou Djarnatou, vos enfants sont où? Ils sont avec leur père. Pardon? Ils sont avec leur papa. Là-bas à Bonabéry. Il est à Bonabéry? Oui, là à Bonabéry. Avec les enfants? Oui. Comme mon père me dit que quand je sors de chez lui, il ne faut pas que je piétine mon pied à Bamenda. Ou de même penser que je vais piétiner mes pieds devant sa porte. Le jour-là, il va me finir, il va me tuer. C'est pour cela que depuis que j'ai commencé à penser que moi, je vais quitter le mariage, là, je ne pense même pas à prendre l'enfant. Parce que moi, je n'ai même pas là où je reste. N'importe où je pars. Je n'ai pas chez mes oncles, eux me chassent. Je pars n'importe où. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas aucune famille. N'importe où je pars. Il faut que je rentre chez le père là, que s'appelle mon mari, il faut que je rentre chez lui. N'importe où je pars, il faut que je rentre chez lui. C'est pour cela que tout le monde, n'importe où je pars, il me chasse. Samedi nuit, pour que j'étais chez ma soeur, j'ai quitté là-bas, j'ai fait 2 semaines chez ma soeur. Samedi qui vient de passer là, samedi la nuit, mon oncle qui est à Boya, qui habite à Boya, il travaille, c'est un chauffeur, il travaille de Douala à Yaoundé à Boya. Le soir, comme ça, à 18h30, il l'appelle. Il le lit tout. Ils sont même presque 8 chez leur mère. Et même mon père là, il dit que même mon père là, eux tous ils ont dit que si ma soeur ne me chasse pas, quand elle va arriver là-bas le matin, elle va nous finir seulement là-bas. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai dit que je ne peux pas mettre ma soeur, sa vie en danger. Je n'avais pas d'autre choix. Dites-nous, est-ce que vous avez expliqué à votre papa ce que votre mari vous fait? Exactement. Depuis que vous avez signé l'acte de mariage? Exactement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il ne dit rien. Tout ça à cause de l'argent. Lui, il veut que seulement tout le fin de mois, on lui envoie l'argent.
Quand je lui appelle, je lui dis que voici ce qui se passe. Oh, tais-toi, je vais te maudire. Oh, tais-toi, ne piétine même pas tes pieds à Bamenda. Si tu piétines tes pieds à Bamenda, je vais te tuer, ne piétine même pas les pieds. Tu as vu que j'ai cherché cette armée à cause de toi, ne piétine même pas tes pieds là-bas. Il est en train de me dire qu'il va me maudire quand je pars là-bas. Donc, quand je quitte chez le père là, on lui envoie l'argent. Quand je quitte là-bas, il faut que j'entre dans la vie où je n'ai pas même entrer dans l'eau, je meurs. Lui, il s'en fout. Mais il ne faut pas que je quitte là-bas. Il faut que je reste là-bas. Avec n'importe quelle souffrance. Lui, il veut seulement l'argent. Lui, il s'en fout avec mon joie. C'est pour cela qu'il me dit qu'il faut que je quitte là. Je reste là-bas. Alors, il a donné de l'argent, c'est ce que vous dites à votre papa? Il donne l'argent. Pour venir à Douala? Il donne l'argent, oui. Et en plus, vous avez signé l'acte de mariage? J'ai signé l'acte de mariage. Il m'a trompé. Il m'a dit que l'acte de mariage qu'on va aller faire là, moi je ne savais même pas. Il m'a dit que l'acte de mariage, ce qu'on va aller faire là, c'est pour que le gouvernement commence à payer l'école de nos enfants. Lui, il ne paye pas l'école des enfants. Quand on va faire l'acte de mariage là, lui, il ne va pas payer l'école des enfants. Moi, je pensais que c'est le bien des enfants. C'est pour ça que vous avez signé? C'est pour cela que j'ai signé. Alors que je ne savais pas que, comme il est entré, le même jour qu'on a fait ça, il m'a dit que voilà, maintenant tu peux, même si tu pars n'importe où, tu vas revenir parce que tu resteras toujours ma femme. Je t'ai acheté 2 fois. Je t'ai acheté chez ta famille, maintenant je t'ai acheté chez le gouvernement. Donc tu ne peux pas bouger. En arrivant là-bas, lui avait un photographe. Je ne sais même pas où c'est quel genre de photographe qu'on fait. Il me dit, il me dit que si tu ne fais pas tout ce que je te demande. Où vous amenez où? Il m'a amené dans les toilettes comme ça. Il m'a tiré, il m'a amené dans les toilettes avec un photographe qui est le caméra. Il me dit que si tu ne fais pas n'importe ce que je t'ai demandé là, la nuit c'est moi avec toi. Tout le jour, il me menace avec le couteau. Il me menace avec le couteau. Souvent, je me couche comme ça, je m'allonge comme ça sur le lit, je vais dormir, je n'arrive pas à dormir. Si je ferme mes yeux seulement, le voici avec le couteau. Il faut que je me lève, je reste sur le lit là, je prie d'abord. Je prie d'abord avant que je dors. Souvent, même si je prie là, je ne dors pas, je suis seulement dans la peur. Alors, s'il vient vous chercher pour vous ramener chez lui, vous allez repartir? Je préférais la mort. Je vous le jure, je préférais moi la mort que de rentrer dans l'affaire là encore. Parce que là-bas, c'est l'enfer. Mais vous êtes sa femme? Ça me suffit comme ça. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle le faux mariage. C'est ça, c'est le faux mariage. Moi, je ne rentre pas chez lui. Je vous en supplie, aidez-moi seulement, retirez-moi là-bas. Comme il a dit qu'il m'a acheté là, ce qu'il m'a acheté là, si mon père a son argent, il veut rembourser. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai déjà payé l'esclavage là, ça me suffit comme ça, j'ai déjà payé ça. Vous savez combien il a donné à votre papa? Je ne connais pas. Je ne savais. Là, c'est eux deux qui connaissent. Moi, je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Il ne veut pas le remboursement, c'est vous qui le veut. Je ne rentre pas là-bas chez lui encore. Il a eu une autre femme après vous? Même maintenant, là, comme il m'a fait acte de mariage, ça n'a même pas fait 1 semaine. Il a encore amené une autre fille de 13 ans. Je vous le jure, la fille là est là-bas. Maintenant, la fille là est là-bas. À 13 ans. Et lui, il ne marie pas les filles parce qu'il connaît que même s'il part, on ne peut pas lui acheter. Quand vous le voyez même comme ça, vous connaissez que ce n'est pas mon genre là-bas. Il ne marie pas les filles qui ont grandi c'est-à-dire dans la ville. Il part qu'en brousse pour marier les filles. Les filles bêtes, c'est là-bas qu'il va prendre les filles pour amener chez lui. D'accord. Puisque vous ne voulez plus retourner à votre foyer, vous voulez faire quoi? Je veux qu'on me quitte là-bas d'abord. Je veux qu'il vienne, il signe les papiers là. Moi, je veux seulement la divorce. C'est tout ce que je veux. Il me libère. Moi, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je n'en peux plus la souffrance là, je n'en peux plus. C'est pour cela que depuis que j'ai quitté, même si on m'a saché là, on me dit qu'on me sache n'importe où je pars. Mes oncles appellent n'importe où je pars. Il faut qu'on me sache. On me menace de la mort. J'ai décidé que moi, je ne quitte pas. Le jour que j'ai quitté chez ma soeur, je suis allée rester comme ça, dans la pluie. La nuit, comme ça, 20 minutes. C'est alors là-bas un monsieur qui m'a trouvé pour m'aider. C'est grâce à lui-même que je suis devant vous maintenant. Sinon, je ne savais même pas qu'est-ce qui devait m'arriver. Même si je pars, je suis sûre qu'il va me dire un message là-bas. Je suis devenue le chien. Ok. Alors, Zuliato, vous souhaitez qu'on fasse quoi pour votre soeur? Une seule.
On dit qu'elle est fatiguée, c'est comme ça, elle dit. Mais là-bas, à la maison, elle parlait toujours comme ça. Je ne peux pas parler. Quand je parle, on dit que c'est moi, j'ai dit, elle fait comme ça, elle fait comme ça, alors que ce n'est pas moi. Ce sont qu'elle connaît ce qu'elle trouve là-bas. Ce n'est pas moi. C'est elle-même, elle connaît son souffrance. Quand elle trouve ce qui est bon, elle ne peut pas venir me dire comme ça. Quand elle venait me dire comme ça, quand je connais, elle trouvait ce qui est bon. Alors, c'est parce que c'est mauvais qu'elle est venue vous dire, c'est ça? C'est comme ça, elle me dit, je dis parler, pardon, rentre comme ça, rentre à la maison Tamari. Quand je parle comme ça, elle dit que bête est mort, bête est mouru. C'est comme ça, elle me dit. Mais alors que ce n'est pas moi, j'ai dit, dis comme ça, refuse, ce n'est pas moi, jamais, jamais. L'opéra est très menteuse, elle ment beaucoup. Elle dit que l'opéra, son mari là, elle ment jusqu'à vraiment. C'est une personne qui ment. C'est mon esclave, elle ment trop, vraiment. D'accord. Alors, Moro Jarnatou, on va sortir de cette première partie. Votre souhait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? La première chose que je veux, c'est d'abord, je suis fatiguée de rester avec lui. C'est une chose que je veux d'abord, il faut que le mariage là, ça finisse. Il faut qu'on déchire l'acte là, comme il est en train de me dire qu'il m'a payé là, il faut qu'il me libère, moi et pas. Vous allez laisser vos enfants là-bas? C'est aussi ses enfants. Ce n'est pas mes enfants, c'est aussi ses enfants. Et si au moins mon père m'avait laissé que je rentre chez sa maison, je devais prendre même le petit là. Et moi, même maintenant, là où je suis en train de parler, là, je n'ai même pas là où dormir maintenant là. Le monsieur qui m'aidait là, lui-même me dit qu'il est fatigué, alors que c'est le rentrant. Maintenant, il dit qu'il ne peut pas aussi. Là où je suis en train de parler, moi-même, je n'ai même pas la place là où habiter d'abord. Comment je vais prendre l'enfant pour aller avec l'enfant? Je n'ai pas la place pour aller avec l'enfant. D'accord. Alors, merci d'être venu partager avec nos chers téléspectateurs qui vous ont religieusement, je l'imagine, écouté. Écoutez également vos déboires, votre souffrance durant 8 ans. C'est depuis l'âge de 13 ans que vous êtes dans ce foyer et vous décidez finalement de partir parce que vous ne pouvez plus supporter toute cette souffrance. Alors, je vous invite justement, loin de son environnement immédiat, l'équipe de reportage de Regard Social a rencontré le cas social de ce soir, comme vous le constatez d'ailleurs sur ce plateau, dans un récit pathétique et émouvant. Cette jeune dame, aujourd'hui, a besoin de vous. Elle souhaite partir de là où elle est parce que ce n'est pas le mariage, selon elle. Difficile justement de le comprendre et de savoir, de vivre également, d'évaluer même la souffrance qui l'anime aujourd'hui. Je vous invite justement à suivre le reportage qui a été mené avec la caméra de Dani Warren Zede, soutenu par Libéro Ndjomo et Théo Tchunke. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Que l'équipe de reportage de Regard Social rencontre sous le ciel de Douala. Les pleurs sont son quotidien. Et sa sœur, qui ne partage pas les raisons de sa souffrance, explique. Il y a un jour, j'ai monté à Douala, j'ai venu trouver ma sœur. J'ai dit que qu'est-ce qui passait, tout passait ici. J'ai passé à la maison, l'opéra. Elle me dit, moi, elle a marié ma sœur. J'ai dit que quoi? Je comprends, c'est la vérité, elle est venue pour mariage comme ça. 13 ans, comme ça, 13 ans, on a marié. Je demande, je comprends, on dit qu'on a vendu ma sœur. C'est son père qui fait ça. Mon père n'est pas d'accord. Mon père n'est pas d'accord, elle est mariée. Elle cachée, elle fait ça en cachet. Elle prend l'enfant là, elle vendit l'enfant là, elle donne ça à l'opéra. J'ai pleuré jusqu'à
J'ai pleuré, j'ai appelé son mari. J'ai dit que peut-être elle va passer à la maison ou elle va partir où je ne connais pas. C'est un petit, ma fille. Ça fait mal dans mon cœur. Ça fait mal parce qu'on a envoyé dans le mariage 13. C'est une fille peu. Moro Jarnatou, c'est le nom de cette fille qui cherche désespérément ses repères. Elle se retrouve dans un foyer alors qu'elle était âgée simplement de 13 ans. Mon père me dit qu'il a un grand frère à Douala, qui s'habite à Douala. Donc ce qui va se passer, c'est ce que je vais aller à Douala pour continuer l'école là-bas chez son grand frère. J'ai dit que ok, le jour que je suis quittée là-bas à Bamenda, à Oum, pour arriver à Douala, c'est le même jour que j'ai vu mon saignement. J'étais assise, je comprends comme si je suis en train de mouiller, je regarde comme ça, je vois que c'est le sang. Moi, je pensais comme quelque chose m'est arrivé, je suis blessée, je ne savais même pas qu'alors c'était la maladie des femmes. J'arrive, le même jour, le mari m'arrête. Quand il m'a acheté que c'était le mariage, il me force. Comme je suis refusée, il est vieux, il ne connaît pas, il ne peut pas. Il a appelé sa femme, sa première femme, pour venir m'arrêter. Sa femme est venue arrêter mes pieds comme ça, écartés. On a attaché ma bouche comme ça. Il a monté sur moi, avec le sang sur moi. Il ouvre la télé, il met le volume sur la télé pour que les voisins ne comprennent pas ça. La fille, âgée de 21 ans, qui raconte cette histoire pathétique, se découvre femme alors qu'elle est dans les bras de son mari. Un mari qui lui a été imposé par ses parents, un homme de 50 ans, qui selon elle, dit avoir donné la dot à ses géniteurs. Il a donné l'argent à mon père. Chaque fin de mois, il envoie l'argent chez mon père. Le crédit, c'est lui qui fait. Dès que je prends le téléphone, j'appelle mon père, je dis que ceci, voici ce qui se passe. Il me dit que quand je quitte là-bas, bête, je ne vais pas mourir. Ou j'entre dans la vie, je pars. Il ne faut pas que je piétine à Bamenda. Sinon, c'est lui-même qui va me tuer. Lui, mon père, c'est lui-même qui ouvre sa bouche pour me dire que si j'arrive à Bamenda, c'est lui-même qui va me tuer. Il va me maudire. C'est toujours son mot. Quand je lui dis que voici ce que l'homme s'y me fait, il me dit que je ne dois pas parler. Je ne dois pas parler, je n'ai pas le droit de parler. J'ai décidé de quitter à la maison, de chez lui, parce qu'il m'a trompé encore avec l'acte de mariage. Comment? Il m'a demandé de qu'on fait acte de mariage. Il me dit que l'acte de mariage, ce qu'on va faire, c'est pour les enfants, que l'ongom ne va payer l'école des enfants. C'est pour cela que j'ai accepté de faire l'acte de mariage. Le jour qu'on peut aller faire l'acte de mariage, il m'arrête comme ça, il m'amène dans les toilettes avec un photographe comme ça. Il me dit qu'il faut sourire. Il faut sourire. On allait très tôt le matin. Alors, il faut sourire. Si tu ne souris pas, la nuit, c'est moi avec toi. Il me dit comme ça, avec un photographe. Le photographe me dit souris. Je pensais que moi, c'est le bien des enfants. Quand on va faire ça comme ça, comme il n'a pas les moyens, on va payer l'école des enfants. On a fait l'acte de mariage. Dès qu'on a fait ça, on a rentré à la maison. Les gens sont quittés. Il me dit que maintenant, je t'ai acheté 2 fois. Je t'ai acheté chez ta famille, je t'ai acheté chez l'Ongomna. Donc maintenant, tu ne peux même pas quitter, tu ne peux même pas bouger. Comme chaque fois, je lui dis que moi, si je ne reste pas avec toi, je vais m'enfuir, je vais partir, même si c'est quoi. Il me dit que maintenant, il m'a acheté 2 fois. Donc je ne quitte pas. Moro Jarnatou. Je prends le tissu, j'ai su. Dès que j'ai su, il prend le tissu là, il part avec. Je ne vois même pas là où il a amené le truc là. Chaque temps, c'est comme ça. C'est un marabout. Il a un chef. Souvent, il part prendre le chef là, quand le chef là vient coucher avec moi. Le premier jour, il m'a fait ça, j'ai refusé. Il a pris le couteau. Voici ça. Il m'a coupé. Il m'a dit que deuxièmement, il va aller prendre le chef là. Que si je refuse, il va couper ici là. Quand il va couper ici là, je vais mourir. Il me menace comme ça. Et le chef l'a fait? Le chef n'a pas fait, j'ai refusé. Comme j'ai refusé, je suis en train de crier. Le chef s'est fâché. Il est lui parti. Il a refusé aussi. Dès qu'il est parti, il a commencé à me taper avec le courant partout sur mon corps. Il prend le couteau, il me coupe ici là. Il me dit que prochainement, quand le chef là revient, il va me couper les veines, que je vais mourir. Il coupe mon ventre un peu pour que le sang sorte. Il prend le sang là, il me nuit avec avant de monter sur moi.
Et dès qu'il monte, si le sang n'est pas sorti, il n'arrête pas ça. Il me force. Je ne sors pas, je suis moi seulement dedans, je ne sors pas. Il m'attache seulement dedans, je ne sors pas. Une histoire traumatisante, bouleversante, irrésistible même, qui ne laisse pas indifférent des femmes, mieux des mamans. Je sens mal, le mal que je sens même dans mon cœur. Je ne connais même pas comment vous expliquer le mal que je sens dans mon cœur. Ma vie a été ruinée complètement. Si au moins même mon père m'avait laissé finir l'école, aujourd'hui là je serais quelqu'un. Mon taille que vous voyez là, le taille que vous voyez, c'est le taille à 0. Je connais rien. Je connais seulement préparer à la cuisine, c'est tout ce que je connais. Il était une fois. Et dans les bois, elle est sans famille. Je suis une maman, j'ai les garçons comme les filles. Quand j'entends le problème de ma fille ici, ça me dérange jusqu'à... Un enfant qu'on envoie en mariage à 13 ans, c'est manque de nutrition ou c'est quoi? Il n'y avait plus personne. Depuis qu'on peut donner un petit-fils à un papa de 50 ans, c'est pas sa petite-fille. Toujours pour l'argent là. On fait quoi avec l'argent? Quelqu'un vend son enfant pour l'argent. C'est pour nous faire mal aux mamans ou bien c'est comment? Parce qu'avec une maman, elle ne peut pas faire les pareilles choses comme ça. C'est qui dit qu'il a doté 2 fois? C'est le gouvernement. On dit souvent parler qu'on le fait, mais je n'avais jamais vécu. Quand les filles se marient très jeunes, là-bas, très jeunes même, mais son histoire, on racontait, bon, quand on n'a pas encore vécu la scène, vraiment, on n'en revient pas. Bon, ça me fait vraiment mal. Toutes les voix, ça veut dire que le sang même qu'il prenait sur elle, là, il pratiquait avec. Parce qu'elle n'a pas cherché à faire l'amour avec une femme, le sang l'a blessé. Avoir, non, ça c'est un mystère. Elle avait un truc qu'il faisait avec son sang. Désormais sans abri, cette fille qui déambule dans plusieurs quartiers de la ville de Douala voit sa vie au rabais et un avenir incertain. Mon père a ruiné seulement ma vie. Il a ruiné ma vie. Je ne peux pas le mariage, là, ça me suffit comme ça. C'est ça que je suis en train de supplier le monde, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, quittez-moi, faites-moi quitter là-bas. Je ne peux plus. Je ne peux plus le mariage, là, ça me suffit comme ça. Le truc là, il va me tuer. Il va me tuer. En présent, maintenant, il est en train d'appeler ma soeur pour dire que si ma soeur ne me sort pas, il va lui tuer. Moro Jarnatou, des yeux pleins de larmes, suite à toutes ces souffrances, a décidé de se confier à tous ceux qui peuvent lui permettre de sortir de ce calvaire. Il a 65 ans, le père a 65 ans et moi j'ai 21 ans. Maintenant, tu as 21 ans. J'ai déjà 3 enfants avec lui, ça me suffit comme ça. Même s'il m'a payé, ça me suffit comme ça, j'ai déjà payé. Les enfants là que j'ai fait, j'ai déjà payé, c'est fini comme ça. Il faut qu'il me libère. Il faut qu'il me libère, il faut qu'on m'aide, on me retire seulement là-bas. C'est tout ce que j'ai fait. Mon père a divorcé ma mère à cause de ça. À cause de... Et elle a constaté que mon père est en train de me vendre. Il me retient à l'école pour aller me vendre. Comme elle a parlé, mon père l'a divorcé seulement, elle est partie. C'est pour cela qu'elle ne peut rien faire maintenant. Même si je l'ai parlé, elle dit qu'elle ne peut rien faire. Ce n'est pas elle qui a fait. Ce n'est pas elle qui a fait, elle ne peut rien faire. Aidez-moi, pardon. Les gens qui ont le cœur de Dieu. Les gens qui connaissent la loi, je vous en supplie, enlevez-moi là-bas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Enlevez-moi chez le truc là, il va me tuer. Je vous en supplie seulement, je vous en supplie. Mariage précoce, teinté d'abus sexuels. C'est la vie de Moro Jarnatou, une fidèle musulmane, née et grandie dans le nord-ouest avant d'affronter le calvaire dès l'âge de 13 ans. Dur d'écouter un témoignage comme celui-là, avec un témoignage teinté de larmes. Tout cela suscite justement de la pitié, de l'émoi même.
on pourrait le dire. Et c'est dans Regard social pour ce soir, donc c'est le cas social de ce jour. Et pour écouter ou alors apporter quelques éléments de réponse à tout ce qu'on a pu observer et écouter dans ce reportage, nous avons Maître Mafetgo Clémence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Je vous ai vu essuyer les larmes tout à l'heure. Ouais, a raison. C'est pathétique. Lorsqu'on est mère d'enfant, on peut ressentir cela. L'homme est fait de chair également. C'est vraiment pathétique. Vous êtes avocate au barreau du Cameroun et à la Cour pénale internationale. Tout à fait. Vous avez accepté venir partager avec nos chers téléspectateurs. Lorsque j'évoquais le sujet, vous avez dit qu'il était nécessaire de venir sur le plateau. Oui, j'ai ressenti le sujet. Oui. Parce qu'il y a des sujets qu'on défend, il y a également d'autres qu'on défend et qu'on ressent dans sa chair, comme dans le cas d'espèce. Donc, lors de ton invitation, immédiatement, j'ai dit OK. D'accord. Merci d'être venu également sur ce plateau. Vous n'êtes pas seul, il y a également une autre femme qui vous accompagne, ou alors qui est avec vous. Docteur Rougen Fosso, Jeannette, bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien Valondongo. Vous êtes un peu triste? Oui, bon, on ne peut qu'éprouver de la tristesse quand on écoute une histoire comme celle de la jeune dame. Parce que quand on entend qu'on parle de mariage précoce, on n'imagine pas que ce puisse être une affaire de psychopathe à la limite. Parce que c'est quand même incompréhensible, hein, ce qu'elle a vécu, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Donc, à travers son expérience, il y a tellement de thématiques qui sont soulevées. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. D'accord. Merci également d'être là. Vous êtes anthropologue et enseignante à l'Université de Douala. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Docteur Honoré de Balzac et Mapi. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les spectateurs et téléspectatrices. Ce n'est pas qu'une affaire de femmes dans ce qu'on écoute. Non, on ne peut pas être indifférent devant le récit de cette jeune femme. Vous avez très bien intitulé votre sujet, abus sexuels, le mariage précoce. Je pense que c'est deux sujets qui méritent quand même qu'on débatte et puis qu'on avise la société, tous ceux qui sont à la base de tous ces éléments-là, de protéger quand même nos enfants et nos filles. D'accord. Vous êtes gynécologue obstétricien en clientèle privée. C'est exact. Et merci d'être là également ce soir. Avec nous, toujours, Dr Djangwe Herero. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé par ici. Vous êtes psychologue clinicien. Bonsoir et je ne sais pas pour quelle raison vous m'avez invité à l'occasion de ce plateau, parce que l'intitulé que vous proposez me pousse à dénoncer ce que je perçois, et puisque vous m'autorisez à m'exprimer avec toute la franchise et la sincérité possible, alors monsieur Flavien Valondongo, je vous accuse parce que je vous soupçonne de complicité, parce que le thème que vous intitulez mariage précoce et abus sexuels, à mon humble avis, présente deux aspects inacceptables. Le premier, c'est que vous faites croire par ce titre mariage précoce qu'il s'agit d'un mariage. Alors donc j'aimerais voir là-dedans, ne serait-ce qu'une once, quelque chose qui puisse ressembler à ce qu'on imagine comme pouvant être mariage. Je n'ai rien vu de tel dedans. Vous appelez ça mariage précoce, c'est votre droit. Et en plus, vous parlez d'abus sexuels. Je n'ai rien vu d'abusif sur le plan sexuel, parce que l'abus, c'est en rapport avec quelque chose qui est tolérable, acceptable, mais il s'agit quelquefois de l'intensité, de la dimension et du volume. Par exemple, quand l'abus d'alcool est nocif pour la santé, ça veut dire qu'un peu d'alcool c'est acceptable, trop d'alcool c'est dangereux. Or là, il n'y a rien qui corresponde à ce qu'on peut imaginer comme pouvant être la sexualité humaine. Pour qu'on puisse se dire qu'en voyant ça, il y a une sexualité humaine à peu près normale, mais on abuse un peu.
Au contraire, ce que l'on voit est un rapport direct avec ce qu'on appelle des crimes sexuels. Et donc ces crimes sexuels sont en rapport avec des protagonistes où on voit une enfant et on voit un vieillard. Ça s'appelle la pédophilie. Et donc, à ce propos, on est dans un contexte de pédocriminalité et peut-être avec des arrangements sociaux qui utilisent des manteaux ou des déguisements qu'on pourrait appeler le mariage, mais l'ensemble fait que j'attends de voir si vous n'êtes pas complice et j'attends de voir aussi si l'État n'est pas complice, parce que le psychopathe qui est là a utilisé le prétexte d'une gomna, n'est-ce pas, pour comprimer davantage son otage et sa victime. Donc là, vous m'autorisez la manifestation de mon ressenti. Peut-être que j'aurai l'occasion d'être un peu plus modéré après. C'est tout à fait de votre droit, c'est votre opinion de toute façon, mais en termes d'image, oui, peut-être vous avez raison, mais en termes de témoignages, tout est dit par la victime elle-même qui donne son témoignage également. Je pense que Dr Njengui estime simplement que vous avez été très souple dans le titre. Oui, je comprends bien, ça j'ai compris justement. Alors, par rapport justement à ces cas, on le voit bien et à travers les témoignages, Maître Mafetgo Clémence, vous l'avez exprimé tout à l'heure, non seulement à travers les larmes que vous avez coulées, et en plus, de par tout ce qui a été fait. On constate que c'est une adolescente qui se retrouve entre les mains d'un vieillard. Bon, je ne voulais pas le dire. En tout cas, c'est un vieillard à plus de 50 ans. Le mot de à plus de 50 ans quand même. Ça existe encore. Nous sommes un siècle très développé qui permet aujourd'hui de comprendre que les choses se sont améliorées. Mais on constate quand même qu'on continue d'agir comme si on était encore au Moyen-Âge. Ouais. Déjà, elle nous a dit qu'on l'a envoyée en mariage à 13 ans. Déjà, la loi prévoit un âge pour se marier. 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon. Et là, les textes sont clairs. Le Code civil est clair là-dessus dans son article 144. Le garçon peut se marier à partir de 18 ans, révolu, le texte est clair. La fille, 15 ans révolu, sauf par dérogation spéciale du président de la République lorsqu'il y a des motifs graves. Or, dans le cas d'espèce, on ne peut même pas dire qu'elle est allée en mariage. On l'a envoyée pour des rapports, pour des abus sexuels chez un vieillard, parce que par rapport à son âge quand même. Et lorsqu'elle se retrouve là-bas, il ne s'agit pas du mariage, parce que c'est ce qu'on peut dire, peut-être des arrangements socio-économiques, comme Dr Njengui le disait tantôt. Elle va en mariage et c'est après le premier accouchement qu'on l'amène par devant le maire. Donc, lorsqu'elle arrive, elle n'est pas mariée. Elle est prise en otage sexuel. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est prise en otage sexuel avec la complicité de la première épouse qui voulait lui faire la part belle, puisqu'elle-même elle a dit qu'elle est passée par là. Et au moment, je ne sais pas à quel âge elle s'est mariée, mais c'est après quand même la première grossesse, supposons que ce soit après 18 ans, parce que sinon, je me poserais la question de savoir quel est ce maire qui a reçu ce mariage alors que la fille n'avait pas l'âge révolu pour se marier. Je suppose que c'est après 15 ans que le monsieur l'a amené chez le maire. Elle nous avoue que c'est en mars dernier que le mariage a eu. Ok, elle était déjà dans l'âge légal. Donc, après le mariage, elle a continué à subir des exactions sexuelles, ce que le juriste appelle viol. Le viol conjugal existe, sauf qu'il y a un problème au niveau de la preuve. Comment justifier le viol dans le cas d'espèce? Chez elle, c'était facile, c'est parce que c'est une fille naïve. Elle se serait rendue autant de fois chez un médecin pour faire dresser un certificat médico-légal pour établir la matérialité
des exactions qu'elle a subies. Parce que non seulement elle a subi le viol, mais le viol suite de violence. Donc, il s'agit d'un cas extrêmement grave. Et naturellement et automatiquement, nous devons de nous inquiéter en tant que juristes. Et cette émission constitue déjà une dénonciation. Le procureur même compétent nous a dit qu'elle habite Bonabéry, peut même déjà se saisir de cette situation, même les services sociaux. Ça, votre émission constitue là une dénonciation d'un pédophile, parce qu'elle signale qu'il y a une troisième personne, peut-être qu'il y aura une quatrième, une énième personne. Donc il s'agit d'un monsieur qui est assis, un marabout, qui utilise la chair humaine, le sang humain pour ses pratiques. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, docteur Ogueng, c'est un autre cas, puisque on rencontre dans une tribu le phénomène jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants qui vont, ou qu'on envoie en mariage à l'âge adolescent, c'est-à-dire avant 15 ans, 9 ans, 10 ans, 13 ans aujourd'hui, puisque c'est le cas ce soir. C'est pour dire quoi finalement? C'est assez difficile votre réponse, mais en tant qu'anthropologue, je ne peux pas vraiment évoquer l'élément culturel. Parce que quand on va à la rencontre de nos parents, il y avait des indices qui montraient qu'une fille peut être envoyée en mariage. Il fallait que la jeune fille ait déjà eu ses menstrues et qu'elle soit capable, pour ce qui est de l'Ouest et du Nord-Ouest que je connais un peu, qu'elle soit capable de faire par exemple le tarot toute seule ou le couscous maïs son cuit que les amis de papa viendront manger. Et si les invités approuvent le repas ou alors sont satisfaits par la qualité du repas, on juge donc que la fille peut être envoyée en mariage. Or, dans le cas de, je vais prendre les derniers préfixes de son nom, dans le cas de Natou, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on a affaire à un parent qui veut utiliser sa propre fille pour assouvir ses propres besoins économiques. Parce que moi, j'ai été édifiée lorsque elle témoignait. Elle est, on va dire, bien construite dans sa tête. Donc, n'eût été ce mariage-là, je crois que ce serait une grande femme dans notre espace. Et j'ai pu lui dire qu'il ne se fait pas tard. Parce que avoir déjà le courage de dire non, de se rebeller, de se révolter, on va dire, c'est une très bonne chose. Parce que il y en a même qui se sont mariés après 18-20 ans, qui n'ont pas le courage de faire ce qu'elle fait là. Donc vraiment, moi, je la félicite particulièrement. Et c'est vraiment encouragé. Mais s'il faut parler de ce cas extrême, je pense que c'est davantage la situation des parents qui ne sont parents que parce qu'ils ont mis au monde des enfants. Parce que le parent est d'abord un protecteur. Moi, personnellement, j'estime que si Dieu existe, il est le premier protecteur, mais sur terre, ce sont les parents qui protègent leurs enfants. Que ce soit le père ou la mère. Les deux donnent leur onction à leurs enfants pour que leurs enfants puissent bien évoluer. Mais ceux-là, ils sont juste des géniteurs, ils ont mis des enfants au monde et ils regardent, bon, j'utilise un Nafissat aujourd'hui, demain ce sera Saratou, lequel ou laquelle plutôt je vais pouvoir utiliser. Parce que quoi? Son cas est vraiment un cas très difficile. Et je pense que c'est davantage la structure mentale de celui-là qui est son géniteur, qui est à l'origine de la situation qui est la sienne. Parce que quand on écoute son récit, sa mère aussi n'a pas supporté, donc n'était pas d'accord. Donc elle était vraiment dans son rôle de mère, celle-là qui protège, parce qu'elle a donné la vie.
Mais le père, lui, il n'a pas joué son rôle qui est celui de protecteur. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que tous les parents, que les mariages précoces sont dus au fait que les parents n'ont pas les moyens, non. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune fille de 18 ans qui n'a pas réussi à payer sa deuxième tranche. J'ai forcé pour appeler son père, mais le retour, c'est que le père a dit, moi, je n'ai plus d'argent pour payer sa deuxième tranche. Vous pensez que cette jeune fille de 18 ans, étudiante, ne sera pas prête à s'offrir au premier venu parce qu'il va subvenir à ses moyens? Donc, ce sont des cas à dénoncer et que les différents responsables puissent jouer leur rôle, que ce soit au niveau des parents ou au niveau de la société. Et quand on observe, le monsieur est suffisamment futé. Il semble, au regard du récit de Natou, qu'il sait qu'on ne doit pas épouser une fille avant ses 15 ans. Donc, il l'a gardée jusqu'à ce qu'elle ait plus de 15 ans avant d'aller naturellement devant monsieur le maire. Et quand elle va devant monsieur le maire, lui, il n'a pas les antécédents familiaux de Natou. Donc, pour lui, c'est un mariage normal. Dans la mesure où, si c'est mars 2020, ça suppose qu'elle avait déjà 21 ans. Quoi de plus normal d'aller en mariage à cet âge-là? Mais peut-être qu'on gagnerait à revoir les âges des hommes. Peut-être qu'on peut dire qu'au-delà d'un certain écart, que le mariage ne soit pas validé. Ou oui, que le mariage ne soit pas validé, afin de permettre de protéger les jeunes filles. L'autre mère, qui était sa cœur-pouce, n'est pas non plus une mère. Parce que si elle était une mère au sens propre du terme, elle devait protéger Natou. Moi, ma propre mère était allée en mariage comme l'époux de mon grand-père, mais mon grand-père a dit non, cette femme est trop jeune, je la garde pour mon fils. Donc, à un moment donné, ma propre mère a été élevée par sa belle-mère, sa belle-maman, je préfère. Et quand elle a atteint une certaine maturité, c'est là où le fils de mon grand-père et donc désormais mon futur père, qui va l'épouser. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit relever. Merci. Voilà, justement. Alors, docteur Honoré de Balzac et Mapi, à 13 ans, le corps est fragile. Alors, elle voit ses règles à cet âge-là, et le jour où elle les voit, et directement, son grand-père, qui est, comme elle le dit, qui est son mari, aujourd'hui, passe à l'acte. L'impact de ça. Ça, c'est le problème des mariages précoces, des rapports sexuels précoces, ça, il faut le dire. Vous avez parlé de l'immaturité. Effectivement, il y a une immaturité du système hypothalamo-hypophyso-ovarien, c'est-à-dire que cet axe-là qui va coordonner la physiologie de la femme, mais également une immaturité du bassin. Voilà le problème qui va se poser. Je ne sais pas à quel âge elle a eu son premier enfant, mais cette partie du corps est totalement immature pour pouvoir laisser passer un enfant. Peut-être qu'elle est de grande stature, mais on rencontre généralement dans ces régions où ces mariages sont les plus fréquents, en général c'est la partie septentrionale de l'Afrique, des enfants qui sont de petite taille et qu'on envoie effectivement en mariage. C'est difficile. Le gros problème, c'est que effectivement elle a signalé, elle va avoir une grossesse qui ne va pas être suivie, ou bien qui va être suivie parce qu'on appelle des matrones qui n'ont aucune expérience de l'obstétrique, et on va les accoucher n'importe où. Les grosses complications qu'on va avoir, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas s'étaler là-dessus, c'est généralement ce qu'on appelle les fistules obstétricales. C'est-à-dire quoi? Une communication entre le rectum et le vagin, ou bien une communication entre la vessie et le vagin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va entraîner une déchirure, ça va laisser une brèche entre la vessie ou l'urètre et le vagin, et elle va faire pipi plutôt par là. Ou bien une communication entre le rectum qui laisse passer la matière fécale, et elle va faire la matière fécale plutôt au niveau du vagin. Ça, c'est totalement embêtant. Sur le plan sociologique, ça pose un gros problème. Parce que ces femmes-là, généralement, elles sont rejetées de la société simplement parce qu'elles sentent. Elles ne peuvent pas rester dans un milieu, elles ne peuvent pas aller dans des tontines, on va les rejeter de la société. Et qui les rejette? C'est le mari, c'est la belle famille dans laquelle elle est venue qui va dire non, tu n'es pas propre. Et non seulement elle, quand on va la rejeter, les autres voisins aussi, on va dire non. Et c'est clair, lorsque vous sentez des urines, lorsque vous sentez des caca, vous ne pouvez pas rester parmi les autres.
C'est difficile, ce sont des affections qui sont très difficiles à réparer. Et même quand on ne le répare, parfois, il y a une certaine récidive. Il faut une certaine expérience pour venir à bout de ces pathologies, de ces fistules. Est-ce qu'on va dire qu'elle est chanceuse parce qu'elle a quand même réussi à faire 3 enfants et aller à l'hôpital simplement à la veille de l'accouchement? Elle est bien chanceuse. Hein? Ça, c'est ce que quand j'écoutais leur aussi, j'ai dit, ah ben vraiment, celle-là, elle est franchement chanceuse, qu'elle n'ait pas pu avoir une fistule obstétricale. Ça, nous en rencontrons plein. Moi, j'ai travaillé dans le nord du Bénin, c'est à peu près comme au Cameroun. Il y a une société, une partie dans laquelle on va avoir des jeunes filles qui vont se marier très précocement. Et une autre partie au sud, on va voir. Même ici au Cameroun, actuellement, il y a à l'hôpital régional de Maroua, je pense que c'est un centre de prise en charge de fistules obstétricales. Ça venait d'être installé tout à fait récemment. Simplement parce que ces choses-là, on les rencontre et que ces fistules, on les retrouve beaucoup plus dans ces localités. Mais à côté de ça, il n'y a pas que l'aspect médical, comme on l'a dit, qui est très important, mais il y a aussi la jeune fille quand même. Et c'est un développement. Il faut quand même à la première enfance, qu'elle puisse s'amuser, à l'adolescence, qu'elle puisse s'amuser, et puis qu'elle atteigne l'âge adulte. Quand on prend une jeune fille comme celle-là qui a 11 ans, on l'envoie en mariage, qu'est-ce qu'elle va dire de la vie? Qu'est-ce qu'elle connaît de la vie? Et elle a dit, et ma consoeur tout à l'heure, le docteur a bien dit, elle est intelligente, mais elle-même le dit dans son reportage, je ne connais rien, je ne sais que préparer. Comment est-ce qu'on a apprêté celle-là à pouvoir affronter la vie? Je pense que c'est difficile. Or, toutes ces étapes de développement, ça permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mieux se comporter dans la vie. Or, qu'est-ce qu'on fait? Pour un pays qui veut se développer, on n'a pas besoin simplement des femmes qui vont aller cuisiner. Non. D'accord. Alors, juste pour comprendre, alors 2 semaines après l'accouchement, le mari reprend le travail. Je pense qu'il est futé, ce monsieur-là. Il est franchement futé de dire que 2 semaines après, franchement, c'est un malade, ça. Qui m'excuse, je ne sais pas qui c'est, mais dit 2 semaines, on est encore dans la phase de l'accouchement. L'étude de couche s'achève environ 45 jours après l'accouchement. Et même sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, ça, c'est la femme qui se commande en ce moment-là. C'est ce que nous leur disons. C'est vous qui commandez. Lorsque votre mari vous demande « je veux y aller », non, c'est vous qui estimez si vous êtes prêt. La grossesse a été très épuisante. L'accouchement a été éprouvante. Là, je pense qu'elle a besoin de repos. Généralement, quand vous la rencontrez en suite de couche, tout ce qu'elles ont envie de faire, c'est de dormir, c'est de se reposer. C'est laisser le corps récupérer toute cette énergie qu'on a dégagée, qu'on a perdue tout au long de la grossesse, tout au long de l'accouchement. Donc, elle a besoin de se sentir en elle-même avant de dire « oui, je peux faire quelque chose ». En général, il faut que c'est elle qui demande, qui dise à son mari « il faut qu'on fasse quelque chose ». Ce n'est pas lui qui va venir le demander. Quand elle se sent prête en ce moment-là, oui. Mais en ce moment-là, à 2 semaines, on a encore… L'accouchement laisse toujours des lésions, des blessures au niveau du vagin. La tête du bébé vient passer. C'est une grosse tête qui va venir passer dans un petit espace. Et ça, forcément, ça crée des déchirures. Ces plaies-là ne sont pas encore cicatrisées. Ça, c'est traumatisant de dire que vous allez y aller. En plus, avec les lochis, c'est-à-dire qu'on appelle le sang qui sécrète comme ça, là, c'est pas très agréable. Elle se sent, franchement, salie lorsqu'on va le lui imposer. D'accord. Je prends la fin de docteur Honoré de Balzac et Mapi, docteur Njengwe, pour dire que c'est un amoureux du sang. Parce que dans le témoignage tout à l'heure, la dame dit tant que le sang n'a pas coulé, il n'arrête pas de poser son acte. Bien, je crois que les commentaires sont éloquents, c'est très explicite. Et puis, n'oublions pas qu'on a affaire d'abord à une mineure. Donc ça, c'est une chose, parce que le viol, c'est le viol, on peut dire ce qu'on pense de ça, mais c'est une mineure. Donc le premier constat, c'est qu'il y a un détournement de mineur. Et que sur cette mineure, il y a une perpétration de viol à répétition, dans des conditions qui sont barbares, violentes. Et le sang va être peut-être dans les éléments, peut-être de ritualisation du bourreau, il faut le dire, parce que c'est du crime, hein, c'est un crime sexuel. Mais le sang va être peut-être un élément de sécurité ou de plaisir. Il va jouir davantage, n'est-ce pas, en produisant de la souffrance, de la douleur et du saignement chez sa victime. Donc il y a un détournement de mineurs par des psychopathes. Et en ça, j'ai parlé d'association de malfaiteurs. Maintenant, je le dis clairement comme ça.
je n'ai pas répété Flavien parmi la liste. Association de malfaiteurs. Mais les malfaiteurs, qui sont-ils? Et Dr Ouoguin a bien fait de souligner l'identité et les rôles parentaux. Un parent est là, il est garant de la sécurité, du bien-être de sa progéniture. Or, le géniteur qui utilise finalement sa progéniture comme un bien, comme du bétail qu'on va placer quelque part contre un profit, ben, ne joue pas un rôle parental. Donc, il a une jouissance et une satisfaction d'un objet qui se trouve être sa progéniture. On trouve ça chez les psychopathes. Et le destinataire de cette progéniture, symboliquement, pour elle, est son oncle. Ça veut dire que psychologiquement, l'endroit où elle va est un endroit où elle est en droit d'espérer de la sécurité, une attention, des soins, de la protection. Même si ce n'était pas le cas avec son géniteur, ben, elle n'a pas de raison de rechigner à l'idée d'aller vers quelqu'un qui peut prendre soin d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle y trouve? Elle y trouve de l'agression, de la violence barbare. À côté de qui? D'une complice du crime, qui semble être l'épouse, n'est-ce pas, de ce psychopathe. Ça veut dire qu'elle aussi, c'est une psychopathe. Or, cette psychopathe a un argument. Moi aussi, je suis passé par là. Et donc, du point de vue psychopathologique, on peut considérer que, bien sûr, on a une lignée de psychopathes mâles, les hommes, et cette co-épouse est probablement une victime de ces pratiques-là. Et les complications psychopathologiques de l'agression sexuelle et des maltraitances sexuelles font que, quelquefois, on va trouver des victimes qui se transforment en bourreaux. Et donc, cette maman, entre guillemets, devient un bourreau, mais l'argument qu'elle a, c'est « je suis passé par là ». Donc, il y a comme une banalisation, n'est-ce pas, une minimisation de la gravité de ce que cela peut représenter. Donc, on a cette victime, et cette victime est perdue avec ce que Dr Emma Pi a évoqué tout à l'heure, c'est que son enfance lui est volée. Son enfance lui est arrachée. Or, le propre du psychopathe, c'est quoi? C'est de surfer sur les limites et les carences des consensus culturels et de la loi. Donc, un psychopathe, c'est quelqu'un qui est très futé, il est très intelligent. Il sait toujours voir là où il y a des brèches, là où il y a des failles, là où il va trouver la marge de manœuvre pour avoir toujours une longueur d'avance sur les autres. Et apparemment, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'en ayant ce papier qui s'appelle l'acte de mariage, il est en train de triompher. Maintenant, Maître l'a dit tout à l'heure, une émission comme celle-ci, au-delà, bien sûr, de la solidarité, de la compassion à l'égard, n'est-ce pas, de la victime, mais il y a un fait social qui est inadmissible et qui doit être dénoncé. Il aurait pu l'être si, à travers les différents accouchements, les différentes grossesses, une enquête, n'est-ce pas, par le médecin notamment, approfondie, avait recherché la trajectoire. Et on aurait remarqué très vite qu'il y avait une détresse massive, n'est-ce pas, de cet enfant qui est en train de donner des enfants dont elle n'aura pas la jouissance en tant que mère, parce que pour offrir de l'affection à un enfant, il faut être soi-même habité par une forme de sécurité et de bien-être au niveau émotionnel, toute chose qu'on lui a volée dès l'âge de 13 ans. Voilà, donc c'est un peu le commentaire que je pourrais faire à ce niveau, n'est-ce pas, de notre échange. D'accord. Alors, Maître, il est question de questionner l'acte qui a été signé parce qu'elle dit, dans son ignorance, qu'elle savait qu'on signe l'acte de mariage parce que l'Ongomna va s'occuper des enfants, puisque ces enfants n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, l'aîné a 7 ans, est âgé de 7 ans, le second pratiquement 5 ans, et le troisième, 3 ans révolus. Ce sont les 3 enfants.
Et ça, c'est selon elle. Alors, on peut questionner justement. Oui, oui, sur les conditions de validité du mariage. Parce que c'est vrai que l'acte de mariage a été signé, mais qu'elle ne s'inquiète pas, c'est un mariage annulable à plus d'un titre. Nous avons déjà le mariage, c'est l'échange de consentement libre. Or, dans le cas d'espèce, son consentement n'était pas libre, son consentement a été biaisé depuis son enlèvement auprès de son père. Donc, déjà, il y a absence de consentement qui est une cause de nullité de ce mariage. Et nous avons également le dol. Même lorsqu'elle se rend à la mairie, elle sait que c'est pour les modalités pratiques de l'éducation relativement à l'éducation des enfants. Or, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a un acte de mariage, mais cet acte de mariage est annulable. Les motifs sont ce sont des motifs substantiels. Vous ne pouvez pas évoquer cette absence de consentement par devant un juge et il n'annule pas le mariage. Donc, c'est vrai que le mariage a été signé, mais il est annulable. Je suis même persuadée que ce mariage n'a même pas été publié. Donc, il y a plus une panoplie de causes de nullité de ce mariage. Est-ce qu'il y a eu des témoins en même temps? Non, les témoins, je suis sur la pente du consentement. Le consentement est l'une des conditions de validité du mariage. Dans le cas d'espèce, c'est clair qu'elle n'était pas consentante. Il y a eu dol, on l'a trompée, on lui a dit que c'était pour avoir l'argent du Ngomna. Or, ce n'était pas le cas. Et depuis la base, depuis son premier jour à Douala, elle n'était pas consentante ni pour le mariage, ni pour les relations sexuelles. Parce qu'on a commencé par là le premier jour de son arrivée, encore moins pour le mariage, puisque tout au cours de sa vie quotidienne dans cette maison pendant les 8 ans, elle n'était pas libre, elle était séquestrée dans la maison, mais il lui manquait simplement le courage ou la possibilité de trouver une brèche et de se faire exprimer comme elle a eu le courage de le faire. C'est rarement qu'on trouve les filles de son âge prendre l'engagement de venir à Equinox ou de venir dénoncer un fait pareil. Et lorsque vous l'entendez, vous comprenez qu'elle ne désespère pas. Et moi, je lui recommande cela, qu'elle garde son courage parce que ce mariage est annulable. Il n'est même pas seulement annulable, mais les personnes qui l'ont contrainte à subir toutes ces infractions sont complices. Il y a déjà l'enlèvement de mineurs, il y a le viol, il y a même le mariage précoce. Toutes ces infractions sont punissables par la loi. Et les auteurs, le père, la marâtre, le mari, ils sont auteurs et complices. Donc, il y a plusieurs causes de nullité de ce mariage. Donc, elle ne se gêne pas. Ce mariage sera naturellement annulé. D'accord. Vous allez sûrement mettre vos batteries en jeu. Naturellement. Sans doute. Donc, Dr Ogen, sur le plan anthropologique, on voit bien que c'est un monsieur qui est amoureux du sang, qui pose l'acte. Il estime que, ou alors selon bien entendu le témoignage de son épouse, qu'il faut aller jusqu'à un certain niveau pour être satisfait. Et il a même invité ses amis à venir l'aider à faire ce travail. Parfois. Je ne pense pas que ce soit, on ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, évoquer l'élément culturel. On est plutôt dans une logique de domination de l'un par l'autre. Il fallait bien qu'il trouve le moyen d'intimider ou alors de posséder l'adolescente ou la jeune femme qu'elle est devenue. Et s'il pouvait utiliser des moyens autres, même en faisant appel à un ami, il pouvait le faire. La preuve en est que ce dernier n'a pas lui-même supporté les plaintes de celle qu'on va appeler la victime et s'en est allé. Et il est resté dans la menace. Je pense que, comme Dr Djengwe l'a si bien décrit, il maîtrise suffisamment la situation pour savoir à quel moment faire quoi et comment faire. Donc, je pense que les cultures sont davantage protectrices que destructrices. Donc, comme je l'ai dit dès le début, pour ma part, on a affaire à un psychopathe et on va dire à des psychopathes. Ça nous rappelle ce couple de Belges qui croupissent jusqu'aujourd'hui en prison, qui ont tué de nombreuses adolescentes pour le plaisir. Donc, pour ma part,
je préfère m'en tenir à ce côté cynique de l'homme et de ce défaut du rôle parental du côté de ses propres parents et de ces derniers. Vous avez évoqué les services sociaux tout à l'heure. Je ne vais pas défendre le service social, mais on observe bien que ça fait partie des ministères les plus pauvres, hein, avec tous les problèmes sociaux que nous avons. Les moyens qu'ils disposent ne peuvent vraiment pas leur permettre de résoudre les problèmes. Et c'est bien qu'elle ait frappé à la bonne porte, où ça donnera le courage à d'autres personnes, si elles sont courageuses, de dénoncer ce qui leur arrive et d'avoir accès aux connaissances leur permettant d'être plus outillées et d'être accompagnées en vue de vivre sereinement et paisiblement comme elle l'a fait. Après la dénonciation, il faudra quand même qu'il y ait quelque chose, que le ministère que vous avez évoqué essaie de faire quelque chose également, puisqu'elles sont nombreuses qui sont dans cette même situation, même si elles n'ont pas le courage de dénoncer, mais elle au moins elle l'a fait. Il faut donc faire quelque chose aussi par la suite. Oui, comme je l'ai dit tantôt, je ne représente pas ce ministère ce soir, mais au regard des moyens que ce ministère dispose, il serait forcément souhaitable qu'elle y ouvre un dossier. Mais moi, je parle de l'accompagnement financier. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose de consistant pour pouvoir vraiment résoudre le problème. Je pense sur le plateau, nous avons Dr Djengwe qui peut, dans son équipe, parce que je sais qu'il a une petite équipe, apporter l'accompagnement psychologique. Dr Emma Piela, il peut aussi apporter son expertise en termes d'examen gynécologique pour savoir s'il y a quelque chose à réparer ou pas. Et on a aussi la chance d'avoir Maître qui, de par son réseau, pourra probablement la mener à retrouver ses droits. Et comme la société, parmi les Camerounais, il n'y a pas que les psychopathes, il y en a qui continuent d'être généreux et à croire qu'on peut avoir une vie meilleure, qui seront forcément prêts à l'accompagner pour qu'elle a envie d'aller à l'école au regard du discours qu'elle a tenu tout à l'heure. Et moi, je pense qu'avec cette volonté tenace qu'elle a, elle ne peut ne pas faire un test qui lui permet de faire ses cours et d'avoir ses diplômes comme tout le monde. Les gens aiment bien accompagner les personnes déterminées comme ça, hein. On se lasse plus des personnes paresseuses, mais pour des personnes déterminées comme elle, moi j'y crois et je ne peux que lui apporter mon aide à mon niveau. Alors, docteur Emapi, lorsqu'on a laissé, je vais dire, dans un couple, on a laissé la voie normale pour explorer une autre voie, il y a sûrement un impact à la suite de ça. On l'a écouté, qu'il était fatigué d'utiliser la voie normale et aller ailleurs. Aujourd'hui, quel est l'impact que ça peut avoir dans son bien-être? Oui. Un très gros impact, Dr Djengwe a dit, sur le plan psychologique, il va avoir un gros impact, mais également sur le plan physique. Surtout quand c'est pas consentant, c'est très difficile, parce que là on peut avoir un éclatement de son anus, c'est une possibilité. Ça, ce qui fait qu'elle va constamment faire des selles sans se retenir. Ça, c'est une possibilité, surtout quand elle n'est pas consentante. Il peut avoir ce qu'on appelle un dégoût même, hein, pour les rapports. Je pense qu'il faut faire très attention. Un accompagnement psychologique est très important ici. Parce que quand elle va regarder un homme, elle va se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas mon bourreau de mari qui est en face de moi. Ce qui fait qu'avoir des rapports, ça va être quelque chose de traumatisant pour elle. Et même quand elle parvient à le faire, parfois, c'est ce qu'on appelle des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs au moment des rapports sexuels. Mais vous examinez, il n'y a rien. Il n'y a pas une raison pour qu'elle puisse avoir mal. Mais pourtant, elle vous dit « j'ai très mal ». Quand j'essaie de regarder un homme, simplement, j'ai mal. Ce sont beaucoup plus de douleurs psychologiques que physiques. C'est des choses qui impactent généralement dans la vie de ces personnes qui ont suivi ce genre de traumatisme-là.
Donc parfois on s'est rendu même compte qu'il y en avait qui ont eu des anémies, simplement parce qu'il y a eu cet éclatement de la nuit dont j'ai parlé tout à l'heure. Il peut même avoir une déchirure du vagin parce qu'il y aura une communication entre le vagin et l'anus, parce que ça, il y a ce qu'on appelle la fourchette du Vivek qui s'est complètement éclatée et ça va saigner, ça va franchement saigner au point d'être anémié. Il y en a que nous en avons transfusé. Et le cas le plus pathétique que nous ayons rencontré, c'était le cas d'une jeune fille qui a une situation pareille. On était obligé de pouvoir reparer cet éclatement de l'anus, de remonter un peu plus haut, faire ce qu'on appelle un anus iliaque, c'est-à-dire collecter l'intestin au niveau de la paroi, qu'elle puisse faire les selles, que ça se cicatrise en bas avant qu'on puisse, et pour qu'elle puisse guérir. Ce qui est très traumatisant, ce qui est vraiment difficile sur le plan psychique et même sur le plan comportemental de l'aide. Donc, ce n'est pas des choses anodines, c'est vraiment important. Oui. Dr Njengwe, on va sûrement entrer dans la phase justement des propositions importantes pour cette jeune mère qui aujourd'hui a besoin d'un soutien psychologique. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour elle? Je crois qu'on a besoin d'abord de comprendre ce qui lui est arrivé pour, à partir de là, envisager, n'est-ce pas, des types d'interventions susceptibles de l'aider à sortir de là. Or, si je m'appuie encore un peu sur ce qui lui est arrivé avec ce scénario du bourreau, l'appétit ou l'appétence pour le sang, la brutalité et la violence, mais ce sont des instruments de domination. Or, le rapport de force avec l'âge et puis les croyances ici culturelles, c'est-à-dire que les aînés, c'est des personnes auxquelles on accorde a priori un peu de sagesse. On se dit, bon, ben, il sait ce qu'il fait. C'est peut-être aussi pour ça que la confiance dans ses parents et notamment dans son père, même si ça n'était pas très enthousiaste, l'a poussé à aller là où on lui dit d'aller, n'est-ce pas? Donc, elle est chez un aîné qui est censé être son oncle, mais qui utilise maintenant les attributs de force, d'autorité, de pouvoir, n'est-ce pas, des aînés, et ici à l'extrême, avec le sang et la violence. Qu'est-ce que ça a comme impact maintenant chez elle sur le plan psychologique? C'est qu'elle va être dans la terreur, et cette terreur-là est sidérante, ça neutralise, ça inhibe, ça empêche toute velléité, n'est-ce pas, d'émancipation. Elle ne peut pas s'échapper, elle est soumise. Cette soumission n'est pas volontaire, c'est parce que le rapport de force est écrasant. Donc, parce qu'elle est donc écrasée, elle peut y rester longtemps. Elle peut y rester longtemps. Sinon, peut-être qu'elle aurait eu l'énergie de la fugue et dès la première nuit, elle se serait échappée. Mais elle a été écrasée et presque hypnotisée par le recours à des choses qui sont inhabituelles. Déjà pour elle-même, elle n'avait pas la connaissance des menstruations. C'est-à-dire qu'elle découvre dans sa réalité de fille le fait qu'elle puisse saigner au décours d'une entreprise d'agression sexuelle. Donc le sang est doublement investi ici dans son côté horreur. Ça va neutraliser toutes ces possibilités. Maintenant, le discours qu'elle va entendre, je t'ai acheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un objet en ma possession et je fais de toi ce que je veux. Ça va désamorcer psychologiquement chez elle tout le potentiel d'affirmation et d'estime de soi. Je ne suis rien. Et donc, on va l'utiliser, n'est-ce pas, à la guise du bourreau. Le résultat final, avec le psychotraumatisme sévère qui est le sien, c'est qu'il y a une atteinte grave de l'identité. C'est-à-dire que je ne sais même pas qui je suis, puisque pendant l'entretien que vous lui avez fait, je crois, à la fois dans le reportage et ici sur le plateau, vous l'interpellez sur le sort des enfants, de ses enfants, n'est-ce pas, au cas où elle quitterait, n'est-ce pas, cet homme. Vous voyez un moment là de silence, de blanc. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connectée psychologiquement de manière naturelle à ce que est l'identité parentale. Elle est une procréatrice, les choses se sont passées
sur elle en utilisant son corps, mais malgré elle, sans son consentement. Ce n'est pas un projet, elle ne s'est pas investie dedans. Et donc, il y a une atteinte grave, n'est-ce pas, au niveau de son identité, de l'estime de soi, et le psychotraumatisme est envahissant. Mais Dr Njongwe, elle dit quand même que son père a gâché sa vie. Est-ce que ça a besoin de commentaires? C'est-à-dire que si elle fait la liste de tous les bourreaux, n'est-ce pas, qui sont responsables de la destruction, littéralement parlant, de son identité, donc de sa vie, ben, on voit bien qu'il y a des complicités en chaîne. Et son père est au premier rang, n'est-ce pas, de ces malfaiteurs. Donc, le psychotrauma est envahissant, il est dévastateur. Il est donc question, d'un point de vue clinique, de lui proposer une prise en charge. C'est une psychothérapie du trauma qui permet de restaurer un peu son identité et la réconcilier un peu avec la personne qu'elle est censée être et la connecter avec l'enfant qu'elle était jusqu'au moment où on lui enlève, n'est-ce pas, le droit d'être l'enfant qu'on aurait dû continuer d'être jusqu'à au moins sa majorité. Ça va restaurer et réactiver son potentiel, n'est-ce pas, pour avoir la joie de vivre, avoir la saveur de ce que veut dire être un être humain normal, n'est-ce pas, et épanoui. La psychothérapie va lui offrir ça. Ça va nettoyer les traumas qui sont accumulés dans sa mémoire et qui font qu'au présent, tout ce qu'elle voit est gouverné par ce qu'elle a enduré et sa capacité à se projeter sur demain ou après-demain est obstruée du fait de ce trauma. Donc, la psychothérapie va traiter ça. La première chose qu'on puisse lui offrir, ce serait ça. Maintenant, on va, et ça a été évoqué ici, s'assurer que sur le plan organique, sur le plan physique, les atteintes, les lésions probables dues à cette maltraitance, à ces sévices corporels, ne sont pas de nature à engager son corps dans des pathologies peut-être handicapantes ou chroniques. Sur le plan social et relationnel, heureusement, il y a un dispositif qui est ouvert et il s'agit donc de mobiliser, n'est-ce pas, les autres ressources de ce point de vue-là pour accompagner son émancipation. Quand elle va s'affranchir, n'est-ce pas, de ce qui lui est arrivé là, peut-être que là maintenant, elle va écrire une histoire propre. C'est-à-dire que ma vie, ou bien le premier jour de ma vie ou de ma nouvelle vie commence avec ce que les bienfaiteurs, les téléspectateurs d'Equinox ont bien voulu m'offrir. D'accord. Alors, Maître Mafidgo Clémence, on va sortir de cette partie, mais seulement, elle a besoin de savoir quelle est la méthode, quelle est la démarche qu'il faut adopter désormais pour aboutir à ce qu'elle souhaite. C'est pas que je l'encourage à aller dans ce sens. Même si vous l'encouragez, ce n'est pas mauvais. Il s'agit d'une violation des droits humains. Elle n'a pas connu d'enfance. Elle n'a pas joué, comme le docteur disait, comme les autres enfants de son âge. Elle ne s'est pas épanouie. Elle ne s'est même pas éclore que quelqu'un a tassé son expansion tranquillement. Et c'est ce qu'il continue à faire. Moi, j'ai dit l'émission d'Equinox au jour d'aujourd'hui constitue une dénonciation et les autorités judiciaires devraient même se saisir d'office à la suite de cette émission parce qu'on dit qu'il y a une autre qui est dans la maison, qui a le même âge et il s'agit d'un groupe. Et vous avez suivi le nombre de menaces qui tournent autour d'elle. Parce que lorsque tu m'as fait part de l'émission, je me suis demandé est-ce qu'elle pouvait même arriver ici parce que je suis persuadée que si son bourreau savait qu'elle pouvait avoir ce courage, on aurait pu l'éliminer. Ne soyez pas surpris qu'à la suite de cette émission, qu'on ne retrouve plus cette fille en vie. Parce qu'il s'agit d'un groupe tapis dans l'ombre. Il s'agit d'un groupe, Ça part du père, il y a les autres qui sont invités, il y a le monsieur qui se dit, qui se dit marabout. On doit même aboutir jusqu'à la déchéance parce que même les enfants qui sont dans cette maison, c'est sûr qu'il fait même ses enfants pour les exploiter sexuellement. Parce que ce monsieur, au jour d'aujourd'hui, doit subir la déchéance parentale. Si avec un enfant mineur de 13 ans, il lui fait subir toute cette torture sexuelle, ça veut dire que même les autres enfants qui sont chez lui
passeront sûrement par là. Donc, il doit normalement passer par une déchéance. Il doit subir une déchéance, ce monsieur. Il ne devrait pas garder un enfant chez lui. Dès demain, qu'est-ce qu'elle doit faire? Aller où? La demande? Ou alors rencontrer un avocat? Au pif, là, moi, je pense que toute l'équipe est présente pour aider cette fille à aboutir à ce qu'elle a présenté à l'émission d'Equinox. Nous avons le docteur Ndjengwe, toute l'équipe est là. Et je suis là, mon cabinet à 0 pas. Et certainement, je m'occuperai de son dossier. Et tout le plateau technique, nous avons un gynécologue. Tout le monde sait qu'il s'agit d'un cas social. Donc, on n'attend rien d'elle. Tout ce que nous pouvons faire, tous les intellectuels qui sont sur ce plateau, c'est de l'aider. Vous avez impulsé, rien ne nous empêche de continuer. Ce n'est pas sur un cas pareil qu'on va s'enrichir. Mon cabinet est ouvert. Je suis persuadée que c'est pareil pour les autres personnes qui sont là. Il s'agit d'un cas social, comme le nom de l'émission le dit. D'accord. Il est question qu'elle passe déjà à votre cabinet pour engager la procédure. Oui, absolument. Docteur Mapi. Oui, absolument. C'est de ça qu'il est question? Oui, c'est de ça qu'il est question. Je pense qu'elle doit être soutenue juridiquement, médicalement, psychiquement et socialement. Je suis prête à lui offrir mes offres sur un plan médical, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Je pense que le plus gros, elle a besoin de s'affranchir, elle a besoin d'être libre, elle a besoin de se sentir, de renaître de nouveau, comme disait docteur Ndjengwe, c'est quelque chose qui est très important pour ça. Après ça, je pense qu'elle peut savoir ce qu'elle va faire de sa vie. Faut-il aller à l'école? Il y a docteur Ougan qui le proposait. Je pense que ce serait quelque chose de très bien, ça s'exprime très bien. À 21 ans, je pense qu'on peut encore aller à l'école. Hein. Ça, même à 35, 40 ans, on va à l'école. Nous sommes toujours à l'école. Oui, mais c'est clair, on est toujours à l'école. C'est vrai. Donc, je pense que c'est ce qui a lieu de faire. Personnellement, je suis disposé, ça vous le savez très bien. D'accord, merci déjà, docteur Ougan. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour cette jeune mère? On l'a déjà dit, hein, on doit l'accompagner et comme on dit que comme votre émission a cet aspect pédagogique, il est dommage qu'on continue de percevoir les jeunes filles dans nos communautés juste comme des productrices. Parce que si il y avait un certain encadrement et un suivi au niveau de la famille et au niveau de la société, on n'arriverait pas à de telles dérives. Parce que quand ça se passe, on l'a vu, il va chercher au sein des communautés où il n'y a pas vraiment un certain accès à l'école, où on peut venir raconter n'importe quoi aux jeunes personnes et pouvoir les ramener en ville. Mais bon, on espère simplement que d'autres personnes, d'autres jeunes femmes qui sont dans la même situation qu'elles auront le courage de parler à visage découvert, parce qu'il y a encore des gens au Cameroun qui ont besoin d'accompagner des personnes qui sont dans sa situation. Et je vais profiter, même comme ce n'est pas le thème majeur de votre émission, pour parler du cas de l'artiste Daphné, qui a fait cas de ce qu'elle a subi quand elle était toute petite. Elle a été violée. Et c'est dommage que certains Camerounais, j'étais triste de lire dans les réseaux sociaux numériques combien certains lui tiraient dessus, au lieu de l'encourager, parce qu'elle a dénoncé ce qu'elle a subi en tant que fille, en tant que femme, et de pouvoir entendre, parce que quand on voit sa posture, si on dit, ah, si c'est elle qui réussit à parler, ça veut dire que moi aussi, parce qu'elle est comme un modèle pour beaucoup de personnes. Et donc, c'était bien qu'elle le fasse. Et c'est donc dommage que des Camerounais se permettent de croire qu'elle a inventé une histoire juste pour faire le buzz. Je pense qu'elle n'aurait pas cité le nom du médecin qui la suivait ou qui la suit si c'était une histoire fausse. Et si elle était fausse, je pense que ce médecin se serait levé pour dire « Ah non, moi je n'ai jamais participé à une telle histoire. » Donc vraiment... Je tenais à lui dire que c'est bien ce qu'elle a fait et qu'elle ne tienne vraiment pas compte de ce que les autres disent. L'important, c'est l'acte qui est posé et que ça puisse permettre aux autres de décrier ce que
plusieurs personnes continuent de tolérer et de croire que parce que le viol est là, il faut continuer de violer les gens, d'être des bourreaux de manière sans être inquiétés. D'accord. Vous faites bien de le dénoncer. De toute façon, ce n'est pas bien loin de ce que nous avons comme cas social ce soir. Dr Njengwe, à côté de la prise en charge psychologique, à côté de la prise en charge médicale et judiciaire, on comprend bien qu'il y a aussi que les Camerounais peuvent, ou comme ils ont l'habitude de le faire, accompagner cette jeune maman pour certainement mener une activité ou avoir quelque chose à faire ou retourner à l'école. Et pour cela, il faut des moyens. Le cas particulier de ce soir est malheureusement une infime partie de l'océan des crimes sexuels qui courent les rues. Nous en voyons vraiment en consultation, c'est très fréquent. Et donc, il y a une banalisation, une vraie banalisation. Donc, c'est pour ça que je réitère mon propos initial, c'est-à-dire qu'appeler ça abus, c'est une façon d'entretenir l'idée que ça peut être moyennement acceptable. Ce n'est pas moyennement acceptable, ce n'est pas acceptable, c'est criminel. Donc, les viols, ce sont des crimes sexuels. Et les viols sur mineurs sont doublement, n'est-ce pas, condamnables. Ici, on a un cas, et ce cas a besoin d'être porté d'abord pour se régénérer, n'est-ce pas, psychologiquement, et pour se réhabiliter socialement. Il est important que les nombreuses situations, finalement, qu'on trouve dans les maisons, c'est dans les familles souvent, ce sont les proches parents qui sont les premiers bourreaux, qu'on les identifie, qu'on les dénonce. Ensuite, c'est à l'école, les camarades de classe, il y en a beaucoup, qu'on les dénonce et qu'on ait la capacité de les sanctionner de la façon la plus sévère possible. Et la pédophilie, parce que les viols, c'est des viols, mais la pédophilie court les rues, chez nous. Et cette pédophilie peut être le fait de personnes comme vous et moi, qui ont l'air présentables socialement, mais qui sont de vrais criminels. Merci à vous d'être venu sur ce plateau partagé avec nos chers téléspectateurs. On sait déjà que dès demain, il y a une possibilité que Maître Mafetgo reçoive ou accueille donc Natou pour prêter le nouveau prénom que vous lui avez attribué de toute façon, et également Dr Imapi. J'imagine bien que Dr Njengwe fera la même chose. Et voilà, merci. Merci à vous d'être venu. Donc, nous allons passer à une autre étape, c'est-à-dire vous proposer un cas social qui a déjà été diffusé sur ces antennes. Et il nous permettra par la suite d'accueillir Irène Tembe. Et également, nous aurons la situation financière de ces différents cas à proposer ce soir. Quartier Ndogbong à Douala. Nous sommes au lieu dit dépôt des planches. Le calme apparent que l'on aperçoit ici cache mal la souffrance qui ronge Namou Lucie, clouée dans son lit depuis bientôt 3 ans. Lucie est malade. Son état de santé ne cesse de se dégrader. La douleur est atroce. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, oh, papa, oh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci, oh. Cette femme, qui n'a plus vu la lumière du soleil depuis plusieurs années, n'oublie pas le début de son calvaire. Non, ça a commencé en 2017. Au départ, c'était dur. C'était dur. On m'a dit qu'il faut que je presse souvent ça comme ça. Ou c'est au fur et à mesure que je presse que ça devient comme ça, je ne sais pas. Maintenant là, c'est mou. Mais c'est lourd. C'est mou. Mais c'est lourd.
Comme je suis couchée comme ça, je ne peux pas me reculer comme ça. On m'a pris, m'a mené même à Loum, à l'hôpital à Loum. À Loum là, eux ils traitaient que les blessures. Je n'avais pas encore le poids si. Je n'avais pas encore le poids si à Loum là, même à Loum là. Après Loum là, nous sommes venus ici à BP Cité. Étant couché, tellement couché là, que le poids a commencé à venir. Jusqu'à ce que j'ai ce poids-ci. La malade ne sait plus à quel sens se vouer. Dans le périple engagé pour la recherche de la solution à son problème, la dame qui peine à trouver une position stable dans son lit a même rencontré les tradipraticiens avant des spécialistes de la médecine moderne. Le résultat n'a pas été celui qu'elle souhaitait. Et ça faisait aussi tellement mal. C'est là où je me suis levée. J'ai réfléchi qu'aller à l'hôpital, où ça serait comment. Je suis partie chez un marabout. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Non, il faut nous dire ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a retiré quelque chose sur ça. Il m'a même montré un truc là qu'il a retiré sur ça. Je suis rentrée. En arrivant à la maison, ça faisait encore plus que mal. Je n'ai pas fait même 30 minutes chez le marabout. Il a retiré un truc. Il a dit qu'il a retiré un truc. J'ai même vu. C'était comme un caillou. Ça n'a pas donné. Je suis partie à Yaoundé. À Yaoundé, on ne faisait que faire la prière. On a prié aussi. J'ai fait plus de 2 mois à Yaoundé. Dans la famille de Lucie, des personnes de forte corpulence sont une espèce rare. Ses sœurs qui s'occupent d'elle au quotidien ont presque perdu le sommeil. Nous, on n'a jamais vu ce cas. Et on n'a jamais eu ce cas dans notre famille. Nous sommes des gens de petit corps. Il n'y a personne qui a eu ce corps dans notre famille. Papa, je veux la guérison de ma sœur. Si vous pouvez, si nos sœurs, nos frères camerounais, que ce soit à l'étranger, que ce soit où, s'il nous entend, s'il nous regarde, qu'il nous vient en aide vraiment. Nous sommes dépassés, ce n'est pas parce qu'on n'a pas... On est aussi allé dans les hôpitaux, mais l'argent est fini. On ne nous a jamais expliqué de quoi notre soeur souffre. Le médecin vient, il se place là, il regarde, il secoue la tête, il part. On lui demande, papa, c'est quoi? Il dit, on ne sait pas, nous aussi, on ne connaît pas. On est là et l'argent des ordonnances ne sont que venir et nous n'avons pas assez de moyens. Il n'y avait même plus. L'argent est fini à un niveau, le peu qu'on avait. On a décidé, oui, voilà pourquoi on a décidé de venir avec elle à la maison. Elle est là comme ça, elle ne prend rien, le peu qu'on trouve parfois, les poudres là, on la met aussi pour que ça la soulage. Elle dit ça la soulage, parfois ça la soulage pas. Parfois elle pleure, nous tous on pleure, on commence les pleurs dans la maison. C'est comme ça tout le quotidien. Maman, oh. Maman, maman, moi j'aime tout là. Talala, maman, talala, talala, nanga quoi tu là? Talala, namba voilà. Aïe, maman, je ne parviens même pas à me faire pipi quand je... Et voilà le cas de Lucie, qui est malade depuis plusieurs années, 3 ans environ. Elle est couchée dans son lit. Irène Temé, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Avant le cas de Lucie, il y a déjà des contributions pour Natou. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est, on va dire merci à Dr Hauguin qui a trouvé le diminutif de son prénom. Tout à fait. De son nom en fait. Oui. Nous avons eu des contributions, des réactions de la part de nos chers bienfaiteurs tout au long de cette émission. Et les différentes contributions perçues sont les suivantes. Tabet, 5 000 francs. Ruben Tiako, 2 000 francs. Claire Sidonie de Bonaba, 5 000 francs. Étienne William Moa, 1 000 francs. Françoise Massé, 7 000 francs. Valier Ulrich Sornou, 3 000 francs.
Hilaire Morel, 1000 francs. Christiane Mafoyan Guéban, 2000 francs. B. Colin, 500 francs. Ernest Yametui, 5000 francs. Sylvie Povossi, 2000 francs. Thierry Dikoubé, 10 000 francs. Abdoulaye Ché, 1000 francs. Elsie Mipo Diwo, 10 000 francs. Idril Wandji, 1000 francs. Domé Ekwalanjor, 3000 francs. Tabet, 5 000 francs. Maté Dieu-Te, 2 000 francs. Boumeni, 10 000 francs. Un chrétien de la paroisse Saint-Joseph de Bonabéry, 10 000 francs. Bongo Vincent, 20 000 francs. Eyenti, 5 000 francs. Chouta Fonga, épouse Fotso, 10 000 francs. Mélie de Yaoundé, 500 francs. Jules Lecoin, 3 000 francs. Nous avons un montant de 120 000 francs CFA pour la jeune Nato. D'accord. 120 000 francs CFA pour Nato. Donc, merci déjà à ceux qui ont fait le geste et nous attendons davantage pour elle parce qu'il faut qu'elle trouve quelque chose à faire, surtout qu'elle voudrait sortir de ce mariage qui n'est pas de son goût. Voyez-vous, à partir notamment de ces explications. Alors, et le cas de Lucie. Tout à fait. À la suite des contributions de Nato, nous avons également les contributions de Mama Lucie. Les différentes contributions sont les suivantes. Une chrétienne de Kopchou à Bafoussam, 3 000 francs. Peter Chamanahi Kweta, 1000 francs. Yonke Elvis, 2000 francs. Lumtone épouse Ken, 10 500. Olive from Yaoundé, 5 000 francs. Elsa Aurel, 1500. Peter New Dine Kouan, 1000 francs. Simplice Sonendobe et Bois de Bakosi, 1500. Une sœur du Nord, 1000 francs. Louis-Marie Assé, 1500. Un chrétien de Niala, 3000 francs. Mout Awal, 5000 francs. Boubakari Maliki, 900 francs. Pito Tankou, 500 francs. Gayab Kamdem Kemenye, 2000 francs. Wumbi Wu, 5000 francs. Une chrétienne à Mélon, 5000 francs. Famille Effon, 1500. Élan de cœur, 2500. Chomo Fopa Fanny Carole, 1600. Azongo Odiasa, 2000 francs. Un chrétien de Kotor, 2600. Et Christian from Mélon, 5000 francs. Félicité Epote Ngole, épouse Etime, 5000 francs. Beryl Enjoy Damakon, épouse Wen Kowen Kwekam, 1000 francs. Guy Gérard Nolak Sabanken, 1000 francs. Anonyme de Yaoundé, 1500. Une femme de cœur, 500 francs. Une bienfaitrice de Yaoundé, 5000 francs. Une chrétienne de Large Baleine, 2000 francs. Clarisse de Fumban, 2650. Noula Penitou Kamdian et Djumbisi Fabrice, 1500. Djuiche Sonnois, 1000 francs. Djeli de Douala, 5000 francs. Une maman à Yaoundé, 2000 francs. Madame Marie-Rose de Baranté, 1000 francs. Bertin Naoussi Ponga, 2000 francs. Anastasia, 1000 francs. Billy Aubin, 1000 francs. Un bienfaiteur, 2000. Yi Fumju, 500 francs. Élise Kemier, 15 000. Le pasteur Divine, 20 000 francs. Magari, 3 000. Ewi Stanley, 10 000. Galen Midasso Kamdoum, 3 000 francs. Madame Tanko Denise Abonabéry, 2 000 francs. Olivier Ngepi, 1500. Merveille, 5 000 francs. Un bon samaritain, 6 000 francs. Une famille chrétienne de Bameka à Bamenjou, 1500. Pharmacie de garde d'Orbon Citadelle, 6 000 francs. Tout est possible à Dieu, 1000 francs. Chococam Apollinaire, 2 000 francs. Joudan Jefta Djoumou, 1000 francs. Rodolphe Temdemnou, 1000 francs. Willy Arnold Fokusson Fac, 300 francs. Bienfaitrice, 2000 francs. Zidane Penka Foudjeu, 300 francs. Marie-Aimée Tuido, 1000 francs. Natita Jovita Matan, 1000 francs. Madame Tammo, 1000 francs. Ewell Wisher, 1000 francs. Kameni Noupou Emmanuel, 1000 francs. Bienfaiteur de Zoumaï, 3000. Fogab Kendem John, 5 000 francs. Une chrétienne, 10 000 francs. Bernadette Solange Timi, épouse Aïssi, 1500. Adonis Florian Ningaboula, 1500. Un bienfaiteur de Ndorpassi 3, 5 000 francs. Bienfaitrice, 10 000. Blandine Makenkoum Kenja, 500 francs. Mayou Kenfou, épouse Nja, 2 000 francs. Pierre-Marie Pokam Fouet, 1500. Famille Singwe, 5 000 francs. Bélec Aline de la France, 10 000 francs. Dodo La Joie, 2 000 francs. Adèle, 10 000 francs. Madame Kwasi Marie, 1000 francs. Madame Yopa Micheline, 1000 francs. Nimazi Patricia, 2500. Jobsou, 2500. Thiago Jacques, 3000. Bensikin Basso à Baranté, 1000 francs. Les femmes Nielé de Kekem, 20 000 francs. Gabriel, 10 000 francs.
Prudence de Lorbaba, 1000 francs. Fankam Germaine, 5000 francs. Pouemenier Florian, 1000 francs. Merlin Tchomola, 1000 francs. Ngala Taniken Alice, 2000. Fidélis Samadinga, 5000. Célestine Benaden Bala, 1000 francs. Tchafak Anne, 2000. Famille Kokam, 5000. Cherel Oke Choukoun Defo, 3000. Yvette Nge Moukamsou, 5000. Ombasa Otoke, 2000. Élise Nadège Noumoni Madonken, 5000. Bikatal Sinta Louis Gabriel, 5000. Mejes Bandou Kemeche, 1500. Joseph Duplessis Di Padjoudou Boupami, 2000 francs. Jouanem Dombo, 5000 francs. Mathieu Dié épouse Keme Elisabeth, 2600. Mathilda Claire, 1000 francs. Antoinette Kenye Nyumsi, 2500. Une dame à Izembek, 4500. Une chrétienne de Baranté, 2500. Maman Lucie, 3500 francs. Famille Tchala Okola, 2000. Ngo Marie-Madeleine, épouse à Bena Damien Donatien, 1300. Rose Siri, 1000 francs. Famille Tandida Evelyne, quartier Elumden, 1000 francs. Association des femmes entraide, 120 000 francs. Laila Ouré, 1000 francs. Kilan Romial Paul, 1000 francs. Yumbi Viviane, 2000. Kamgan Léopold, 5000. Sylvie Povossi, 2000. Un prochain, 20 000. Tomba Vanina, 2000. Djoukwe Jean, 1000 francs. Meyopsa, 10 000. Un bienfaiteur de Yaoundé Fougerolles, 500. Josette Hermine de Yaoundé, 2500. Eboulet Patrick depuis Bonabéry, 1000 francs. Un chrétien, 1000 francs. La gloire de Dieu, 2000. Une chrétienne de Yaoundé, 1000 francs. Armand Florent Zan depuis Berthois, 500. Poagou Wansi Oriane, 2000. Nassis Ndila, 1000 francs. Madame Gayap, 2000. Famille Bipa, 1000 francs. Une fidèle téléspectatrice, 5000. Famille Nouta Dieu de Bamboutou, 1500. Choco Kam Carole, 2000. Famille Kemsou depuis Garoua, 10 000. Valérie Clarisse Kuiten Hassi, 1000 francs. Madame Essombe, 10 500. Un enfant béni, 2000. Nana, 5000. Une maman de la paroisse Saint-Marc de Biémassi à Yaoundé, 2000. Un enfant de Bafoussam, 2000 francs. Abba depuis Marois, 1500. P. Somme 32, 2000 francs. Yopa Jacqueline de la Cité des Palmiers, 5000 francs. Tchakounte Joséphine de la Cité des Palmiers, 1500. Famine Dassi de Bonabéry, 5000 francs. Framba Payoko de Bonamoussadi, 5000 francs. Bienfaiteur, 3000. Negue à Bonabéry, 2000. Madame Chechou Marie, 1000 francs. Fouette Pierre de Boya, 1500. Pomé René de Mangaï, 1000 francs. Famille Aïssi à Yaoundé, 1500. Madame Manga de Boya, 10 000 francs. Famille Papa Sam et Van depuis Berthois, 5000. Le Cordeau de Manjo, 2500. Atebangono, 500. Et Broda Ilmoutengene, 2500. Famille Fodzine de Bonabéry, 1500. Thérèse Yangan, 1500. Christelle Glotis Fangwe, 6000 francs. Tembe Fong, 1000 francs. Marie Sinje, épouse Chokokam, 2000. Marcelin, 10 000. Tchachouanga Sam, 8 000. Bekono, 20 000. Karine Kenny de Garoua, 1000 francs. Famille Siyoche, 3 000. Jules Lecoin, 3 000 francs. Bami et fils, 1000 francs. Marie-Marlène Mamfogné, 2500. Gilda Guelele, 3000. Wambo Stéphane, 2000. Cyril Tinda Magipa, 1000 francs. Françoise Ebenye, 10 000. Célestin Noumendem Foté, 3000. Captum Hippolyte, 500. Étienne William Mouaha, 1500. Samuel Alfred Nzono, 2500. Bengan Donmo, 5000 francs. Alice Edwige Kala, 2000. Roseline Larissa Matuendem, 1000 francs. Zaché Hubert, 3000. Hervé Moukoli, 1500. Louis Franklin Anicette Atebangono, 500. Pauline Laure Silem Bokwedi, 3000. William Simo, 2000. Chris Rosaille et Pepe Sinou Yitembe, 2000. La famille Djemeni à 3 morts, 3000. Bienfaitrice du Gabon, 5500. Nervis Atofort, 3000. Vepson Momo, 2000. Georges Epafonkem, 4000. Bertin Assem Guanam Nosao, 10 000. Louise Akeng, 2000. Suzanne Désiré Pessi, 1000 francs. Antoine Noutadieu, 1500. Wamba Ouelega, 3000. La famille Noutadieu de Bamboutou, 1500. Monsieur Samouraï, 5000. Une chrétienne, 10 000. Florence Fambe, épouse Nzi, 2000 francs. Bienfaiteur de la nouvelle route 7e, 20 000 francs. L'amour de Dieu, 1000 francs. Une maman Dieu comme Bernadette, 1000 francs. André Tep, 2000.
une chrétienne de la Sainte Trinité de Bilonguet, 2000. Couple chrétien de Ngousso, 2000. Azambou, 5000. Juliette Gaston Atiko, 5000. Une bienfaitrice, 2000. Maman Moelle, 2000. Madame Bi, 10 000. La famille Takoulé venant de Bamenjo, 1000 francs. Madame Sou de Boya, 25 000. Marie and Family, 5 000 francs. Maman Yopa Jacqueline, 2000. Une bienfaitrice, 2000. Kouefoka, 4500. Amidou, 2000. La famille Ongene Deme, 2000. Bienfaitrice de Bouddha, 1000 francs. Gemto Foko, 10 000. Chinda Romual, 1000 francs. Raoul Thierry Koudjou, 500. Anne-Laure de Yaoundé, 2000. Sidoine Armand Boukene, 500. Roland Kalié Tchoche, 2000. Octavie Kenye Tanye, 1000 francs. Michael Kenge Meli, 500. Maison de prière de Lorbaba, entreprise spirituelle, 2000 francs. Madame Kamdou Bernadette, 2000 francs. Linda Frikisop, 10 000 francs. Bienfaitrice d'Edeya, 3000. Kemenye, 2000. Monsieur Tuendje Alphonse, 1000 francs. Une famille Babichois de Yaoundé, 2000. Djouadje Honorine de Yaoundé, 1500. Corinne de Yaoundé, 1000 francs. Yannick Gwebodine John Babila, 500. Kouenasi épouse Fessi, 1000 francs. Fabrice Désiré Ao Coach, 500. Romaine Akonkeme épouse Sowe, 10 000. Thérèse Boye, 2000. Jean Bergine Pokam, 2000. Tchagé Claire Sidonie, 1000 francs. Une sœur de Niala, 2600. Ulrich Fosine, 1500. Raphaël Sipoua Yankam, 10 000 francs. Blandine Lydie Tchundem, 2000. Joséphine Chamongwe Api, épouse Simani, 10 000. Nobebo Israël Benjamin, 2000. Sylvain Kemsou Galet, 10 000. André Kem Elumbo, 5 000. Yvette Tida, 1000 francs. Sidonine Dor Mafotine Yundom, 1000 francs. Adamoud Aminou, 2000. Famille Fodi de Bonaberi, 1500. Maman Dormo Christine de Biemassi, 5000. Samuel Chuente de Chamnouo, 5500. Jacobine Ayou Aurore de Boya, 2500. Simon Chafak, 1500. Mohamed, 2000. Alexis Noël Ngoufo Mafo, 4000. Edwige Myrienne Kamge, 2500. Germain Yannick Poumo, 2500. Marcel Andela Noah, épouse Bonso, 1000 francs. Denga Dikanami, 1000 francs. Peggy Sonia Irène, 1500. Guy Gislain Kazé, 1000 francs. Anne Rice Asofak, 1500. Zolin Golet et Pierre, 2000. Gervette Kam, 1000 francs. Alain Bertrand Noukimi, 3000. Marie Noël Ngounou, 2000. Lucie Toukou, 2000. Un bienfaiteur, 2000 francs. Nous avons un montant de 742 950 francs CFA pour le cas de Maman Lucie. Maman Lucie qui est déjà en clinique depuis hier, oui. Il faut le rappeler, à travers les images, nous avons déjà une idée de ce qu'elle subit. Donc les médecins vont davantage nous expliquer de quoi elle souffre, à la suite notamment de ses premiers contacts avec les médecins. Et on le voit à travers ces images. Elle a besoin davantage de moyens pour pouvoir être prise en charge et sortir de cette situation qui la traumatise depuis plusieurs années aujourd'hui. Maman Lucie qui est donc déjà à l'hôpital. Et il y a un autre cas, le cas de... Nous reviendrons prochainement sur la lecture des différentes autres contributions. Et nous tenons déjà à rappeler à nos chers bienfaiteurs que les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 675 35 25 16 ou le 690 50 50 94, sont les seuls numéros habilités à recevoir vos dons et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer et le montant contribué. D'accord. Il faut également noter que le chef supérieur Bana est en contact avec de Maman Lucie. Voilà. Et il y a eu toute une délégation qui a fait une descente dans cette formation sanitaire pour la soutenir, lui apporter également le soutien notamment de cette communauté. Et vous aurez davantage des images dans nos prochaines éditions. Chaque fois que la prise en charge va évoluer, vous aurez également toutes ces informations. Merci déjà d'être venu également sur ce plateau. Merci également à vous, Flavien. On va dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. On dira merci à Georges Mitterrand Ndam. On va dire merci à Cédric Nana, Cédric Chouna, Théo Tchunke, Eric Watat, Roger Libero Ndjomo, Dani Warenzo qui est le réalisateur de cette émission. On dira également merci au public qui est avec nous tous les jeudis, comme ce jeudi encore. Madame, Monsieur, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.